Naval Ravikant est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées, mais aussi l'une des plus courageuses. Non pas dans le sens foncer dans le feu sans réfléchir à deux fois, mais dans le sens réfléchir à deux fois et dire à tout le monde qu'il se concentre sur le mauvais feu. Il fait rarement partie d'un consensus et le caractère unique de sa vie, de son mode de vie, de sa dynamique familiale et de ses succès en matière de création d'entreprise est le reflet des choix conscients qu'il a fait pour faire les choses différemment. Il peut être aussi direct qu'un pied dans la figure, mais c'est en partie ce que j'aime et respecte chez lui. Vous n'avez jamais à deviner ce que Naval pense. Je n'ai jamais eu à deviner ce qu'il ressentait à mon égard, à l'égard de quelqu'un d'autre ou à l'égard d'une situation. C'est un grand soulagement dans un monde de double langage et d'ambiguïté. Certes, il est PDG et cofondateur d'AngelList. Certes, il a précédemment cofondé Vast.com et Epinions qui ont été introduits en bourse dans le cadre de Shopping.com. Oui, il est un investisseur providentiel et a investi dans de nombreux grands succès, dont Twitter, Uber, Yammer et OpenDNS, pour n'en citer que quelques-uns. Tout cela est très bien et cela montre que Naval est un opérateur de classe mondiale plutôt qu'un philosophe de salon. Mais je ne prends pas ses perspectives, ses maximes et ses pensées au sérieux à cause de l'aspect commercial. Il y a beaucoup de gens malheureux qui ont, entre guillemets, réussi. Faites attention à ne pas les prendre pour modèle, car vous risquez de jeter l'eau du bain avec le bébé. Je prends Naval au sérieux parce qu'il remet presque tout en question, peut penser à partir de principes premiers, teste les choses, il sait ne pas se tromper, il change régulièrement d'avis, il rit beaucoup, il pense de façon holistique, il pense à long terme et il ne se prend pas trop au sérieux. Ce dernier point est important. Ce livre vous donnera un bon aperçu de ce à quoi ressemble ce cocktail dans la tête de Naval. Alors soyez attentifs, mais ne vous contentez pas de répéter ses paroles. Suivez ses conseils, mais seulement s'ils tiennent la route après un examen approfondi et un test de résistance dans votre propre vie. Considérez tout, mais ne prenez rien pour argent comptant. Naval aimerait que vous le mettiez au défi, à condition que vous mettiez du vôtre. Naval a changé ma vie pour le meilleur, et si vous abordez les pages suivantes comme un sparring partner amical mais très compétent, il pourrait bien changer la vôtre. Ce que je viens de te lire, c'était l'introduction du livre L'Almanach de Naval Ravikant par Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, très grand entrepreneur, auteur de La Semaine de 4 heures. La toute première fois que j'ai découvert ce livre, c'était un ami à moi qui s'appelle Robin Azema, qui travaille aujourd'hui pour Stan Leloup, qui aide notamment Stan à faire ses vidéos sur Marketing Mania. Je sais plus s'il m'avait dit « ouais, il me fait penser à toi » ou quoi. En tout cas, je me souviens que j'avais consulté Robin pour une question. On échange régulièrement. Il m'avait dit « il faudrait vraiment que tu jettes un œil à ce mec-là, je pense qu'il pourrait beaucoup t'intéresser ». Et du coup, j'ai écouté le podcast avec Joe Rogan qui l'a fait. Et je suis tout de suite tombé amoureux. Naval, c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un d'origine, il est américain, mais il a des origines indiennes. Ce que j'aime chez Naval Ravikant, c'est que c'est un mix entre l'entrepreneuriat, la philosophie, le bouddhisme, le bien-être, mais tout ça sans bullshit en fait. Tout ça expliqué de façon très claire, très cohérente, très logique. Tu vas le voir dans le bouquin, ou en tout cas la suite du podcast, quand on va décortiquer les idées qui sont mises en avant dans le livre. Naval, il a été connu à l'origine pour son fameux tweetstorm. Donc tweetstorm, si tu connais pas, c'est une sorte de jeu de mots pour dire une suite de tweets qui sont arrangés comme une histoire logique où du coup il t'enseigne en gros une leçon sur le business, mais dans un feed de Twitter quoi. Et il a été très connu pour ça, pour son tweetstorm qui s'appelle How to get rich without getting lucky, donc comment devenir riche sans être chanceux. Et de ça, c'est comme ça qu'il s'est vraiment fait connaître publiquement. Donc son tweetstorm est hyper connu. Ensuite, il a fait un podcast commenté sur son tweetstorm qui fait 3 heures. Je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Podcast très intéressant à écouter si tu comprends l'anglais. Et vraiment, il te permet de manière générale à réfléchir avec beaucoup plus de clarté et lucidité sur les événements et les éléments importants dans la vie, que tu sois entrepreneur ou salarié ou que tu sois à fond dans les startups. Mais de manière générale, il te donne vraiment des modèles mentaux pour réfléchir à comment est-ce que tu peux prendre des bonnes décisions dans ta vie, des décisions qui font sens et surtout éviter les grandes erreurs. Je te propose qu'on plonge dans le cœur du sujet et on commence par une petite bio rapide de Naval. J'ai grandi dans un foyer monoparental où ma mère travaillait, allait à l'école et nous élevait mon frère et moi. Nous avons été très autonomes dès notre plus jeune âge. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais tout le monde en vit. Cela m'a aidé à bien des égards. Nous étions des immigrés pauvres. Mon père est venu aux États-Unis
Il était pharmacien en Inde, mais son diplôme n'était pas accepté ici, alors il a travaillé dans une quincaillerie. Pas le meilleur scénario, vous savez. Ma famille s'est séparée. Ma mère m'a prodigué un amour inconditionnel et indéfectible, malgré les difficultés. Si vous n'avez rien dans votre vie, mais que vous avez au moins une personne qui vous aime inconditionnellement, cela fera des merveilles pour votre estime de vous. Nous étions dans un quartier de New York qui n'est pas très sûr. En fait, la bibliothèque était ma garderie. Lorsque je rentrais de l'école, j'allais directement à la bibliothèque et j'y restais jusqu'à la fermeture. Ensuite, je rentrais à la maison. C'était ma routine quotidienne. Nous avons déménagé aux États-Unis alors que nous étions très jeunes. Je n'avais pas beaucoup d'amis et je n'avais pas confiance en moi. Je passais beaucoup de temps à lire. Mes seuls vrais amis étaient les livres. Les livres sont d'excellents amis car les meilleurs penseurs des derniers milliers d'années vous partagent leurs pépites de sagesse. Mon premier emploi a été dans une entreprise de restauration illégale à l'arrière d'une camionnette où je livrais de la nourriture indienne à l'âge de 15 ans. Même quand j'étais plus jeune, je faisais la tournée des journaux et je lavais la vaisselle à la cafétéria. J'étais un enfant totalement inconnu à New York, issu d'une famille de rien du tout, une situation d'immigré tentant de survivre. Puis je passais le test pour rentrer au lycée Stuyvesant. Cela m'a sauvé la vie car une fois que j'ai eu la marque Stuyvesant, j'ai pu entrer dans une université de l'Ivy League, ce qui m'a conduit dans la tech. Stuyvesant est l'une des meilleures situations de loterie de l'intelligence où vous pouvez entrer avec une validation instantanée. Vous passez du statut de col bleu à celui de col blanc en un seul mouvement. À Dartmouth, j'ai étudié l'économie et l'informatique. Il fut un temps où je pensais devenir docteur en économie. Aujourd'hui, je suis investisseur. À titre personnel, j'ai environ 200 entreprises. Je suis conseiller dans un grand nombre d'entre elles. Je fais partie de plusieurs conseillers d'administration. Je suis également un petit partenaire dans des fonds de crypto-monnaies parce que je suis vraiment intéressé par le potentiel des crypto-monnaies. Je prépare toujours quelque chose de nouveau. J'ai toujours un tas de projets parallèles. Tout cela, bien sûr, en plus d'être le fondateur et le président d'AngelList. AngelList, c'est une plateforme de recrutement pour les tech startups, il me semble. Si tu cherches un job dans la tech, j'avais jeté un œil il y a quelques années. C'est une plateforme qui te met en relation avec des entreprises de la tech et où tu peux trouver des jobs comme ça, vraiment très orientés tech. Je suis né pauvre et misérable. Aujourd'hui, je suis plutôt bien loti et je suis très heureux. J'ai travaillé pour arriver à ça. J'ai appris certaines choses et certains principes. J'essaie de les présenter de manière intemporelle, de façon à ce que vous puissiez les comprendre par vous-même. Parce qu'en fin de compte, je ne peux rien enseigner. Je ne peux que vous inspirer ou peut-être vous donner quelques pistes pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc ça, c'était la petite introduction biographique de Naval où il explique d'où il vient. C'est pas tant un livre autobiographique et j'aimerais bien me pencher de plus en plus sur des livres autobiographiques. C'est plus un livre qui va te transmettre des idées, des concepts, des modèles mentaux pour réfléchir à des situations difficiles ou des moments où tu dois faire des grands choix. Et comme je te disais, il y a deux parties dans ce livre, si on doit vraiment vulgariser les choses. Il y a une partie où il t'explique comment tu peux devenir, entre guillemets, riche, et une autre partie où il t'explique comment tu peux devenir heureux. Il met vraiment un point d'importance à dire ce qui ne te rend riche ne te rendra pas forcément heureux. C'est deux quêtes différentes, c'est deux choses qui demandent de travailler d'une manière totalement différente, et c'est quelque chose qui demande de travailler. Devenir heureux, ça s'apprend en fait. C'est vraiment une idée assez unique qu'il a et super intéressante parce que c'est du dev perso mais très pratique. Donc je te propose qu'on commence sur la partie richesse et qu'on rentre dans le vif du sujet et notamment sur la question de comprendre comment est-ce que la richesse se crée. J'aime à penser que si je perdais tout mon argent et que si vous me lâchiez dans la rue au hasard dans n'importe quel pays anglophone, je serai à nouveau riche dans les 5 ou 10 ans qui suivent, car c'est un ensemble de compétences que j'ai développées et que tout le monde peut développer. Il ne s'agit pas vraiment de travailler dur. Vous pouvez travailler dans un restaurant 80 heures par semaine, vous ne deviendrez pas riche. Pour devenir riche, il faut savoir quoi faire, avec qui le faire et quand le faire. Il s'agit bien plus que d'une question de compréhension que de travail acharné. Oui, le travail acharné est important, mais il ne faut pas en faire l'économie. Il doit être orienté de la bonne manière. Si vous ne savez pas encore sur quoi travailler, le plus important est de le découvrir. Vous ne devez pas travailler dur tant que vous n'avez pas trouvé ce sur quoi vous devez travailler. Une des choses que je vais essayer de faire dans ce podcast, c'est de faire des liens entre toutes les œuvres et tous les matériaux qu'on a déjà abordés pour te montrer à quel point elles sont connectées. Et donc là, en te lisant ce passage,
Je peux pas m'empêcher de citer les essais de Paul Graham, qui sont l'épisode 1 et 2 du podcast Mentor, où Paul Graham dit en soi vraiment la même chose. Paul Graham, dans son essai How to do Great Work, il met énormément l'emphase sur cette idée de choisir la bonne question, de choisir le bon travail, et que ça prend beaucoup de temps en fait, de choisir sur quelle question tu vas te pencher, de trouver le travail de ta vie. Et Naval, là, il nous le dit, tu vois, si vous ne savez pas encore sur quoi vous devez travailler, le plus important est de le découvrir. Vous ne devez pas travailler dur tant que vous n'avez pas trouvé ce sur quoi vous devez travailler. Donc moi, j'aime bien cette idée parce que ça te dit que... Et en même temps, c'est challengeant, mais ça te dit que c'est pas juste du travail acharné de foncer comme un débile. Il y a aussi une question de réflexion et de réflexion sur soi-même, de se demander est-ce que je travaille sur la bonne chose? Est-ce que c'est vraiment l'aspect ou la question qui me passionne? Et on va le voir à nouveau, il y a d'autres liens entre les pensées de Naval et celles de Paul Graham, notamment celle de laisser la curiosité agir comme son compas personnel et principal. Mais voilà, juste pour te dire, on va vraiment faire des liens entre les deux parce que ça permet de renforcer que il y a des thèmes récurrents. Si ces thèmes sont récurrents dans des vies qui n'ont rien à voir, a priori, ça veut dire qu'on peut se pencher sur les leçons qui en découlent. Là, je vais te lire son tweetstorm, ou en tout cas une partie de son tweetstorm qui s'appelle « Comment devenir riche sans dépendre de la chance ». Et donc ce tweetstorm, à nouveau, c'est une gerbe de pensées et de maximes écrites de façon très courte, mais qui sont condensées ou en tout cas qui sont compactes en sagesse et en leçons. Comment devenir riche sans avoir de la chance? Recherchez la richesse et non l'argent ou le statut. La richesse consiste à posséder des actifs qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez. L'argent est la façon dont nous transférons le temps et la richesse. Le statut est la place que vous occupez dans la hiérarchie sociale. Donc il fait vraiment cette distinction entre la richesse, l'argent, qui sont deux choses séparées, et il va nous expliquer quelle est la différence plus tard, et aussi le statut. Et il te dit, choisis méticuleusement à quel jeu tu veux jouer. Est-ce que tu joues le jeu de l'argent? Est-ce que tu joues le jeu de la richesse, ou plutôt à celui qui veut bâtir de la richesse? Ou est-ce que tu veux jouer le jeu du statut social? Et c'est quelque chose de complètement différent. Vous ne vous enrichissez pas en louant votre temps. Vous devez posséder des actions ou une partie d'une entreprise pour acquérir votre liberté financière. Vous vous enrichirez en donnant à la société ce qu'elle veut, mais qu'elle ne sait pas encore comment obtenir, à grande échelle. Super important cette phrase, et elle sonne mieux en anglais si je devais être honnête avec toi. Vous vous enrichissez en donnant à la société ce qu'elle veut, mais ce qu'elle ne sait pas encore obtenir, à grande échelle. À grande échelle, c'est-à-dire tu le produis une fois et tu le répliques, notamment soit grâce au capital du travail, soit grâce à la force des réseaux sociaux ou du fait que tu sais développer des applications ou quoi que ce soit, mais c'est ça à grande échelle. Choisissez un secteur où vous pouvez jouer des jeux à long terme avec des personnes qui pensent à long terme. Jouez à des jeux itératifs. Tous les bénéfices de la vie, qu'il s'agisse de richesse, de relations ou de connaissances, proviennent des intérêts composés. Là, juste pour clarifier, quand il dit « joue un jeu à long terme », c'est cette pensée de Naval Ravikant. Il parle beaucoup de ce qui s'appelle la game theory, c'est la théorie des jeux, que je t'avoue que j'ai pas étudié, mais en gros c'est cette idée que tout ce qu'on fait est une sorte de jeu. Le business est un jeu, les relations est un jeu, les relations intimes sont un jeu, les relations avec ton partenaire sont un jeu. Et il y a cette idée qu'il y a deux types de jeux en fait dans la vie. Tu as les finite games, c'est une idée que Simon Sinek a développée si jamais ça t'intéresse sur YouTube, mais en gros c'est pour dire qu'il y a les jeux finis et les jeux infinis. Les jeux finis, c'est les jeux où quand un participant gagne, l'autre perd. Typiquement, un match de foot, tu peux pas avoir deux gagnants. Soit une équipe gagne et l'autre perd, soit il y a ex aequo, donc aucune gagne ou aucune ne perd. Mais c'est cette idée que pour que quelqu'un gagne, il faut qu'il y ait un perdant. Et puis, tu as un jeu infini, les jeux infinis, où tu sors en fait de cette dimension de gagner ou de perdre sur le court terme, et tu rentres plutôt dans une dimension de je joue un jeu à long terme en fait. C'est-à-dire que je suis pas là pour faire
pour gagner une grosse somme d'argent dans les 3 prochains mois, je suis là pour rester à vie en fait. Et du coup, la manière dont tu vas prendre tes décisions va être complètement différente de si tu pensais à court terme. Un exemple que je peux te donner, c'est, je sais pas, c'est dans une relation amoureuse. Tu vas pas décider avec qui te mettre en couple si tu veux juste avoir une relation d'une nuit ou si tu veux trouver la femme de ta vie. Si tu veux trouver la femme de ta vie, tu vas chercher certaines caractéristiques, certaines vertus totalement différentes que si tu cherchais une relation d'une nuit, là où tu privilégierais peut-être le physique, la hotness entre guillemets. Si tu cherches la femme de ta vie, tu vas chercher quelqu'un qui, je sais pas moi, a les mêmes valeurs que toi sur la famille, quelqu'un qui est douce, qui est intelligente, qui peut endurer le stress, qui va t'encourager dans ton travail. Donc si tu cherches une relation à long terme, tu vas prendre des décisions de manière différente en fait. Et donc c'est à ça qu'il fait référence quand il dit « Choisissez un secteur où vous pouvez jouer des jeux à long terme avec des personnes qui pensent à long terme. » Donc en gros, c'est entoure-toi de personnes dans les secteurs que tu décides de poursuivre, à savoir là où tu veux faire le travail de ta vie. Donc quand tu trouves le travail de ta vie, entoure-toi de personnes qui pensent à long terme et qui t'accompagneront à long terme. Donc c'est là qu'on a vu, jouer à des jeux itératifs, tous les bénéfices de la vie, qu'il s'agisse de richesse, de relations, de connaissances, proviennent des intérêts composés. Apprenez à vendre ou apprenez à construire. Construire, c'est coder dans ce sens. Si vous pouvez faire les deux, rien ne vous arrêtera. Armez-vous de connaissances spécifiques, de responsabilités et d'effets de levier. Les connaissances spécifiques sont des connaissances pour lesquelles vous ne pouvez pas être formé. Si la société peut vous former, elle peut former quelqu'un d'autre et vous remplacer. Vous trouverez des connaissances spécifiques en poursuivant votre curiosité et votre passion authentique plutôt qu'en intéressant à ce qui est à la mode en ce moment, ou plutôt qu'en vous intéressant à ce qui est à la mode en ce moment. L'acquisition de compétences spécifiques vous semblera être un jeu, mais semblera être un travail pour les autres. Donc c'est cette idée de dire cherche du travail qui ressemble à du jeu pour toi, ou plutôt qui est un jeu pour toi, mais qui est difficile pour les autres. Quand tu as trouvé ça, c'est-à-dire que tu as trouvé le domaine ou l'activité dans laquelle tu as un avantage indécent, et donc c'est là que tu dois doubler d'efforts. Ce qui semble être un jeu pour toi, mais du travail pour les autres, c'est ce que tu peux faire pour toujours, et donc c'est là que tu pourras être le meilleur. Lorsque les connaissances spécifiques sont enseignées, c'est dans le cadre d'un apprentissage et non d'une école. Donc là, si je transcris par rapport à la version anglaise, ce qui veut dire par là, c'est les compétences spécifiques, c'est pas juste une matière ou un créneau d'une heure sur 3 semestres, une matière comme l'économie que tu vas pouvoir apprendre à l'école, mais c'est quelque chose que tu apprends à l'apprentissage, en mettant les mains dans le cambouis, en pratiquant. Les connaissances spécifiques sont souvent très techniques ou créatives. Elles ne peuvent pas être externalisées ou automatisées. Si vous ne savez pas coder, écrivez des livres ou des blogs, enregistrez des vidéos et des podcasts. Étudiez la microéconomie, la théorie des jeux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la psychologie, la persuasion, l'éthique, les mathématiques et l'informatique. En gros, étudiez les fondamentaux. Devenez le meilleur au monde dans votre domaine. Continuez à redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que ce soit vrai. C'est super, et ça fait le lien à nouveau avec cette idée de Paul Graham de chercher, viser à être le meilleur plutôt qu'à être bon. Devenez le meilleur au monde dans votre domaine et continuez à redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc en gros, tu vois, moi je vois ça vraiment en 2 étapes. C'est vise à être le meilleur dans ce que tu fais, parce que si tu vises à être bon, tu seras médiocre. Si tu vises à être le meilleur, même si tu n'es pas le meilleur ou même si c'est difficile, tu feras partie des travaux qui sont considérés comme remarquables. Donc vise à être le meilleur et continue à redéfinir ce que c'est. Tu vois, ça c'est super intéressant parce que ça ajoute, en tout cas ça te donne une piste en plus par rapport à ce que nous disait Paul Graham dans l'épisode 1 et 2, c'est continue à redéfinir ce que c'est jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc imaginons que tu essayes à être le meilleur dans le podcast. Peut-être que tu ne seras pas le meilleur dans le podcast parce qu'aujourd'hui, le meilleur en podcast, c'est Joe Rogan. Mais continue à redéfinir ce que c'est pour toi. Donc, continue à redéfinir. Et entre guillemets, redéfinir, ça veut dire un mix de se nicher et un mix de suivre ta curiosité et suivre ton instinct sur quelle forme tu devrais le donner jusqu'à ce que ce soit vrai, tu vois. Donc peut-être que tu ne seras pas le meilleur dans les podcasts, mais peut-être que tu seras le meilleur le jour où tu définiras que toi, ton truc, c'est de faire des podcasts sur les biographies des plus grands agriculteurs du monde, par exemple.
Et à ça, tu peux être le meilleur parce que tu as non seulement la passion, parce que tu viens d'une famille d'agriculteurs, parce que tu passes ta vie à étudier ça et tu passes ta vie dans les champs. J'en sais rien, mon exemple, il est débile, tu vois. Mais voilà, tu auras ce set de compétences spécifiques et c'est fondamentalement ça que Naval Ravikant appelle les compétences spécifiques qui feront que personne ne pourra rivaliser avec toi dans cette catégorie, dans ce domaine. Celle-là, elle est intéressante aussi. Il n'existe pas de technique pour s'enrichir rapidement, seulement quelqu'un qui s'enrichit sur votre dos. Il n'existe pas de technique pour s'enrichir rapidement, seulement quelqu'un qui s'enrichit sur votre dos. Appliquez des connaissances spécifiques avec un effet de levier et vous finirez par obtenir ce que vous méritez. Lorsque vous serez enfin riche, vous réaliserez que ce n'était pas ce que vous cherchiez au départ, mais ça, c'est pour un autre jour. Tout cela est difficile, c'est pourquoi je dis que ça prend des décennies. Je ne dis pas que la partie passage à l'action prend des décennies, mais la partie majeure d'une décennie peut être consacrée à déterminer ce que vous pouvez offrir de façon unique. Donc ça, c'était le Tweetstorm sur comment devenir riche sans devoir être chanceux ou sans forcément être chanceux. Il y en a certains que j'ai coupés, je t'ai vraiment gardé l'essentiel, mais je les trouve vraiment tous hyper pertinents. Et tu vois, si je dois juste ajouter mon petit grain de sel par rapport à ça, et notamment par rapport à l'idée que ça prend des décennies de trouver le travail de ta vie, et il y a même des gens à qui ça vient une fois qu'ils ont 50 ou 60 ans, tu vois. J'ai pas tout de suite d'exemple, je sais que je suis déjà tombé sur des exemples de personnes comme ça en lisant des livres, mais j'ai plus la référence en tête et j'espère que au fur et à mesure des épisodes de Mentor, on aura l'occasion aussi de se pencher sur des profils comme ça. Mais tu vois, moi, ça me fait penser à une... Casey Neistat avait fait une vidéo un jour où il reflétait sur sa carrière. Donc Casey Neistat, l'homme qui a popularisé le vlog, filmmaker ultra populaire en 2015 et 2016 qui a explosé sur YouTube. Voilà, tu tapes Casey Neistat, c'est un des génies du storytelling sur YouTube. Et dans un de ses épisodes, il disait qu'il avait décrété une sorte de règle. In your 20s, you figure it out, c'est ce qu'il disait. In your 30s, you do it. Donc dans ta trentaine, tu le fais, tu passes à l'action, tu le construis. In your 40s, you enjoy it. Dans ta quarantaine, tu en profites, tu récoltes les fruits de ton travail en fait. Et je pense que faut pas le prendre au pied de la lettre, tu vois. Si tu m'écoutes et que tu es dans la trentaine et que tu es toujours en train de le clarifier, bah, c'est complètement ok. Mais c'est juste pour dire que voilà, il y a vraiment ce processus où clarifier ce que c'est, clarifier le travail de ta vie, ça prend énormément de temps en fait. Et une fois que tu l'as clarifié, tu peux miser gros là-dessus et vraiment ignorer tout le reste et te mettre à fond là-dessus. Comme dit Charlie Munger et Warren Buffett, eux, leur génie, c'était qu'ils étaient patients et quand une opportunité avait de hautes chances ou en tout cas une haute probabilité de succès, ils ont misé gros justement parce qu'ils se sont permis de miser gros en étant patient et en ne travaillant pas trop dur ou en ne misant pas gros sur des opportunités plus petites en fait. Donc il y a vraiment ça avec Casey Neistat et cette idée de dire que ça demande beaucoup de temps de trouver son travail de vie. Et ça, je trouve que c'est une idée dont on ne parle pas assez. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes sur LinkedIn, dans la sphère de l'entrepreneuriat, tu as l'impression que tout le monde est là, tout le monde est riche, tout le monde parle de ses succès. Mais quand tu te penches sur la biographie de grands entrepreneurs, et je te dis, moi, j'écoute des podcasts tous les jours, j'écoute un podcast sur une biographie d'un grand entrepreneur, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Anna Wintour, que ce soit Edwin Land, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Charlie Munger même. Charlie Munger qui a mis des années et des années avant de comprendre. Charlie Munger, il était avocat, il me semble, et c'est que dans sa quarantaine qu'il a décidé de se mettre à fond sur l'investissement. Et voilà, tu t'écoutes la vie de ces gens-là, des auteurs aussi, Robert Caro, Mark Twain, éminent écrivain américain, qui a clarifié, enfin qui a compris que c'était ça qu'il voulait faire, je crois, dans sa quarantaine aussi, qui était journaliste. Il s'est rendu compte de ça que tard dans sa vie, et tout ça pour dire que ça prend du temps de clarifier ce sur quoi tu veux travailler. Et donc il n'y a pas de moment où tu dois être en retard, t'es en retard sur rien en fait, et te compare pas aux autres, trace ta propre route,
écoute ta curiosité, sois alerte par rapport à ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins. Fais attention aux opportunités qui s'ouvrent et continue à poursuivre ta curiosité. Si tu continues d'être curieux, si tu continues d'être sérieux et de vouloir faire du bon travail, à terme, naturellement, ta voie va se clarifier, ta voie va s'ouvrir en fait. Mais voilà, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de honte à pas encore l'avoir trouvé. Just keep looking. Maintenant, on va parler de quelle est la différence entre l'argent et la richesse. L'argent est le moyen de transférer la richesse. L'argent est un crédit social. C'est la capacité de créditer et de débiter le temps des autres. Si je fais bien mon travail, si je crée de la valeur pour la société, celle-ci me dit « Oh, merci, nous vous devons quelque chose à l'avenir pour le travail que vous avez accompli dans le passé. Voici une petite reconnaissance de dette, appelons cela de l'argent. » La richesse est la chose que vous voulez. La richesse, ce sont les actifs qui gagnent de l'argent pendant que vous dormez. La richesse, c'est l'usine, les robots, qui produisent des choses. La richesse, c'est le programme informatique qui fonctionne la nuit au service d'autres clients. La richesse, c'est même l'argent à la banque qui est investi dans d'autres actifs et dans d'autres entreprises. Ce que je trouve intéressant ici, c'est ce reframing qui t'invite à repenser la manière dont tu perçois ce que tu chasses, ou en tout cas ce que tu désires. La plupart d'entre nous, on veut de l'argent, on veut être à l'aise financièrement. Mais ce qu'il nous dit ici, Naval, c'est que c'est important de comprendre la différence fondamentale entre l'argent et la richesse. Et que l'argent, c'est la monnaie d'échange, mais la richesse, c'est ce qui crée cette monnaie. C'est ça que tu veux construire, que tu veux chercher à bâtir, en fait. Et ce qui t'explique ici, c'est que, et c'est ça ce qui n'est pas naturel pour nous, c'est que la richesse, elle s'obtient non pas en vendant son temps, qui est la manière dont nous, on a... en tout cas, la manière la plus acceptée, la plus répandue aujourd'hui de gagner de l'argent. Typiquement, travailler pour un patron, donc tu vends ton heure, tu négocies un salaire et tu as un salaire par heure ou par mois. Et la manière de gagner de l'argent, ou en tout cas de s'enrichir, c'est pas en vendant son temps, mais c'est en construisant en fait, en bâtissant quelque chose. Donc typiquement, ça peut être en construisant des produits physiques, des produits non physiques, des programmes. Ça peut être aussi de l'immobilier, mais c'est cette idée que la richesse, c'est bâtir quelque chose. Et moi, ça me fait penser à l'idée de Paul Graham dans son essai précédent, quand il dit « cherche à bâtir ou à construire quelque chose qui est toujours pertinent dans 100 ans ». C'est-à-dire cherche à bâtir ou à transmettre quelque chose qui te survivra à toi toujours dans 100 ans. C'est ça la richesse en fait. La richesse, c'est la plateforme en ligne. La richesse, c'est le produit que tu crées. La richesse, c'est le livre que tu écris. Et c'est ça qui produit de la richesse. En échange de laquelle on te rémunère ou on te récompense, entre guillemets, pour de l'argent. Ensuite, on plonge un peu plus sur le concept de savoir spécifique ou specific knowledge qui est si particulier à Naval. Qu'est-ce que le savoir spécifique ? Lorsque je parle de connaissances spécifiques, je veux dire qu'il faut savoir ce que vous faisiez enfant ou adolescent presque sans effort. Quelque chose que vous ne considériez même pas comme une compétence, mais que les gens autour de vous ont remarqué. Votre mère ou votre meilleur ami d'enfance le saurait. Exemple de ce que pourraient être vos connaissances spécifiques. Et donc là, il nous donne quelques exemples. Compétences en matière de vente, talents musicaux, avec la capacité de jouer de n'importe quel instrument. Une personnalité obsessionnelle, vous vous plongez dans les choses et vous vous en souvenez rapidement. L'amour de la science-fiction, vous lisiez beaucoup de science-fiction, ce qui signifie que vous absorbez beaucoup de connaissances très rapidement. Vous jouez beaucoup, vous comprenez bien la théorie des jeux. Vous aimez les ragots, vous fouillez dans les réseaux d'amis. Cela pourrait faire de vous un journaliste très intéressant. Les compétences spécifiques sont une sorte de combinaison étrange de traits uniques provenant de votre ADN, de votre éducation unique et de votre réaction à ces traits. Elles sont presque intégrées à votre personnalité et à votre identité. Vous pouvez ensuite l'affiner. Personne ne peut rivaliser avec vous à être vous-même. Là, ça me fait penser à une phrase, un passage à nouveau dans l'essai de Paul Graham qui est tout à fait lié à ça. C'est quand il dit « La concurrence peut être un facteur de motivation efficace, mais ne la laissez pas choisir le problème pour vous. Ne vous laissez pas entraîner à poursuivre quelque chose simplement parce que les autres le font. En fait, ne laissez pas les concurrents vous inciter à faire quelque chose de plus que de travailler dur. »
Et c'est cette idée de dire, donc en gros, si on résume jusqu'à là, c'est Naval nous dit, pour devenir riche, en tout cas pour gagner beaucoup d'argent, tu ne dois pas chercher à vendre ton temps, tu dois chercher à construire quelque chose. La richesse, c'est quand tu possèdes une partie d'un bien ou d'un asset, donc une entreprise, un produit, et que tu es littéralement propriétaire. Et pour être propriétaire, il faut que tu crées quelque chose qui a une immense valeur aux yeux des autres, quelque chose que le marché veut mais ne sait pas encore comment obtenir, pour reprendre la phrase de Naval. Et pour ça, tu dois utiliser ton specific knowledge, ta compétence spécifique. Et pour trouver ça, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas une matière, c'est pas une discipline que tu étudies comme l'art ou l'économie, c'est un ensemble de plusieurs aspects de ta personnalité, un mix de ton ADN, de tes centres d'intérêt, de ce qui t'intéressait quand tu étais enfant, la plupart du temps, en tout cas c'est là que ça prend racine, qui va faire que tu vas développer un avantage inconcurrençable dans une certaine pratique. je sais que c'est assez théorique, mais c'est vraiment ça. C'est quels étaient tes intérêts en tant qu'enfant, en tant qu'ado, qu'est-ce qui te rend obsessionnel? Et il dit, les gens autour de toi doivent le savoir. Tes parents ou tes amis, si tu leur demandes, ils devraient pouvoir t'aider. Et plus tard, on en parlera, on va aborder certains aspects. Moi, j'ai fait la réflexion pour moi, mais et ce que je voulais faire, le lien que je voulais faire avec Paul Graham, c'était aussi ce côté de le savoir spécifique. Tu peux pas laisser les autres te dire sur quoi travailler. Aujourd'hui, on est sans arrêt en train de regarder ce que les autres font, et c'est bien. La concurrence, elle doit la concurrence, ou en tout cas, j'aime pas trop le terme de concurrence parce que on est dans un jeu à somme positive, c'est-à-dire qu'on est censé se tirer vers le haut les uns les autres. C'est pas un gagnant et un perdant, c'est tout le monde gagne quand on partage, mais les autres, en tout cas, sont censés... Tu peux t'en inspirer pour être motivé à travailler plus, mais ne les laisse pas, ou en tout cas ne te laisse pas décider sur quoi tu dois travailler en regardant ce que font les autres. Parce que si tu essayes d'imiter ce qu'un autre fait, tu seras forcément moins bon que lui parce que tu peux pas être meilleur que lui à être lui-même. Et là, Naval, il finit par une phrase qui je trouve super pertinente, super profonde, c'est « La plus grande partie de la vie est une recherche de qui et de ce qui a le plus besoin de vous. » La plus grande partie de la vie est une recherche de qui et de ce qui a le plus besoin de vous. Donc, qui est-ce que tu peux aider et comment est-ce que tu peux les aider? Et bah tiens, super. Après, Naval nous donne un exemple de specific knowledge parce que je sais que pour l'instant, tout ça, c'est très théorique, mais là, on rentre dans un exemple concret et après, je te dirai à quoi ça ressemble pour moi. Donc là, on parle de l'exemple de Naval. Par exemple, j'aime lire et j'adore la technologie. J'apprends très vite et je m'ennuie rapidement. Donc ça, c'est des caractéristiques personnelles que lui a et qu'il avait déjà en tant qu'enfant, et sur lesquelles il va se baser pour construire sa carrière plus tard. Si j'avais choisi une profession qui m'obligeait à creuser le même sujet pendant 20 ans, cela n'aurait pas fonctionné. Je travaille dans l'investissement à risque, ce qui m'oblige de me tenir au courant très très rapidement de nouvelles technologies, et je suis récompensé pour m'être ennuyé parce que de nouvelles technologies apparaissent. Cela correspond assez bien à mes compétences et connaissances spécifiques. J'ai des compétences en matière de vente, ce qui est une forme de connaissance spécifique. J'ai des compétences en analytique sur la manière de gagner de l'argent, et j'ai cette capacité à absorber des données, à en faire une obsession et à les décomposer. C'est une compétence spécifique que j'ai. J'aime aussi bricoler avec la technologie. Pour moi, tout cela ressemble à un jeu, mais pour d'autres, c'est du travail. Il y a d'autres personnes pour qui ces choses seraient difficiles, et elles disent « Eh bien, comment puis-je devenir doué pour la conclusion et la vente d'idées ?» Eh bien, si vous n'êtes pas déjà doué pour cela, et si vous n'aimez pas vraiment cela, ce n'est peut-être pas votre truc. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne vraiment. La première personne à m'avoir fait remarquer mes connaissances spécifiques a été ma mère. Et là, il parle de cette idée de dire « Ok, mais si j'ai pas d'idée, adresse-toi aux gens qui te connaissent autour de toi. » Il y a de fortes chances que les gens autour de toi puissent te donner ou t'éclairer là-dessus, te mettre sur la voie, te donner des indices. Donc la première personne à m'avoir fait remarquer mes connaissances spécifiques a été ma mère. Elle l'a fait en aparté, en parlant depuis la cuisine, et elle l'a dit quand j'avais 15 ou 16 ans. Je disais à une amie que je voulais devenir astrophysicien, et elle m'a dit, donc ma mère, « Non, tu vas te lancer dans les affaires, tu seras businessman. » Je me suis dit, « Quoi ? Ma mère qui me dit que je vais être businessman et homme d'affaires ? Je vais devenir astrophysicien. » Maman ne sait pas de quoi elle parle, mais maman savait exactement de quoi elle parlait. Les connaissances spécifiques se trouvent beaucoup plus dans la poursuite de vos talents innés, de votre curiosité authentique et de votre passion.
Il ne s'agit pas de faire des études pour obtenir le poste le plus en vogue, ni de s'orienter vers le domaine que les investisseurs considèrent comme le plus prometteur. Poursuivez votre curiosité. Et donc là, moi, je me suis une petite note comme une sorte d'équation où j'ai marqué connaissance spécifique égale centre d'intérêt plus compétence plus trait d'ADN curieux. À ça, je te partageais deux choses. Il y a... Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué quand tu as un peu le nez dans le guidon, tu sais comme on dit, les gens autour de toi peuvent toujours te donner du meilleur feedback. J'ai reçu un email il y a quelques jours d'un marketeur que j'aime bien qui s'appelle Louis Grenier, qui a un podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketers. C'est un podcast en anglais, mais le mec est français, donc il a un accent très Frenchy et on discute pas mal. Et son business model, ou en tout cas lui, sa spécialité, c'est d'aider les business à vraiment se distinguer. Ça s'appelle Stand the Fuck Out. Et son idée, c'est qui t'aide en fait à vraiment te différencier et particulièrement en t'aidant à trouver ce qui, toi, te rend vraiment unique et en amplifiant ça, en exagérant ça presque. Donc, un exemple typique, c'est il a aidé une entreprise de construction à se différencier en peignant toutes les machines de démolition en rose et en donnant une image de marque très féminine à cette boîte de démolition, tu vois. Donc je crois que c'est Demolition Lady ou quelque chose comme ça. Un autre, c'est un mec, un public speaker qui aimait le rose. Il lui a dit porte des lunettes roses, et depuis ce jour-là, il est vraiment connu pour cette couleur-là. Bref, et il a envoyé un mail dans lequel il expliquait un truc, c'est un exercice que tu peux faire pour si tu n'as vraiment pas d'idée ou si tu as l'impression d'avoir trop la tête dans le guidon, c'est de demander aux gens autour de toi, donc des gens à qui tu fais confiance, qui te connaissent et qui sont à jour avec ce qui t'intéresse actuellement, c'est de leur demander quelle est selon eux ton habilité unique en fait. Quelle est ton habilité unique à leurs yeux. Et moi j'ai fait cet exercice, j'ai demandé autour de moi, notamment à mes parents et à des amis, et mes parents ils m'ont donné des feedbacks assez intéressants. Ils m'ont dit... Déjà, il y a un trait de personnalité qui se reflète vraiment et c'est vraiment quelque chose que je fais. C'est typiquement, je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça. Elle m'a dit, toi, t'as toujours une obsession pour décortiquer les choses. Quand j'étais petit et que ma mère, elle avait des colliers, tu sais, et que les colliers dans les boîtes à bijoux, souvent, ils s'en mêlent. Et moi, j'adorais démêler les colliers de boîtes à bijoux. C'est-à-dire qu'il y avait un énorme nœud. Ma mère, elle détestait ça. Elle n'avait pas la patience, tu vois. Et moi, je prenais ça et j'adorais prendre comme ça 10-15 minutes à bien tout démêler et à mettre bien tous les colliers à leur place. Un autre truc aussi que je faisais, c'est que cet aspect de décortiquage, je le faisais aussi dans la manière dont je mangeais. Donc, ça va peut-être te faire marrer, mais je sais pas si tu connais les cannelés de Bordeaux. C'est des espèces de... C'est une pâtisserie en gros, je crois que c'est à la vanille ou je sais pas avec quoi c'est, mais bref, c'est une pâtisserie avec un intérieur très moelleux et un extérieur croustillant et dur. Et moi j'adorais d'abord commencer par enlever toute la partie croustillante à l'extérieur et ensuite manger l'intérieur dur. Pour les petits lus, les petits écoliers, j'aimais d'abord enlever la couche au chocolat et ensuite manger le biscuit. Pour les gâteaux qui sont en plusieurs parties, donc je sais pas moi, t'as une pâte sablée, puis ensuite une crème garnie, et puis ensuite une crème aux fruits, et je mange chaque partie du gâteau séparément, tu vois. C'est mon obsession pour décortiquer. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, j'ai vraiment cette obsession de décortiquer les choses, de bien les comprendre, et ça se reflète aussi dans ce que je fais en ce moment, parce que ma curiosité me pousse à le faire, c'est-à-dire à décortiquer les œuvres, décortiquer les idées pour pouvoir mieux les observer, un peu à la manière d'un scientifique qui fait une sorte de dissection des textes et des idées, tu vois. Il y a une autre partie chez moi, et je te donne des idées comme ça parce que peut-être que ça peut t'inspirer, pour te montrer à quel point tu peux trouver des éléments de ta personnalité unique dans des éléments qui peuvent paraître anodins, mais un autre truc qui est vraiment fort chez moi, c'est cette idée d'aller à l'essentiel. Moi, j'aime aller à l'essentiel, j'aime capter l'essence d'une idée, c'est-à-dire comprendre quelle est l'essence de l'idée que tu pourras appliquer dans ta vie et qui aura le plus de chances de t'aider. Et une manière dont ça se reflète, c'est bien sûr, plus récemment dans ma vie, j'ai une passion pour le minimalisme, tu vois, je me suis intéressé à comment avoir le moins de choses possible. J'aime quand chez moi c'est clean, c'est propre, quand il n'y a pas beaucoup d'objets autour de moi, même si en ce moment c'est un peu plus difficile depuis que je suis en couple et que je suis avec quelqu'un qui a une philosophie différente. Mais dans mon enfance, un autre truc qui m'a fait beaucoup penser à ça, et je crois que c'est à nouveau mes parents qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, quand on t'achetait des jouets ou des Action Man, tu aimais toujours les déshabiller en fait. Tous mes Action Man, toutes mes poupées étaient toutes nues. Et si je me souviens exactement pourquoi je faisais ça, parce que dans ma tête, je me disais, ouais,
ils ont des vêtements, mais ça sert à rien. Quand je faisais mes histoires et que je jouais avec mes action man, je me disais, ouais, mais ça va mettre plus de friction, en fait. Ça va les empêcher d'avoir des bons mouvements. Donc, je préférais virer tous les mouvements, garder l'essentiel parce qu'au moins, j'avais l'impression que sans mouvement, ils n'allaient pas être gênés dans les histoires que j'allais faire, tu vois. Donc, il y a vraiment cette obsession-là. Et c'est pour te dire, c'est quelque chose aujourd'hui qui vraiment fait partie de moi. Et donc pose-toi la question en fait de qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit, des petits trucs bizarres comme ça qui peuvent te paraître anodins, mais des habitudes un peu étranges, ou alors des manières de faire les choses qui, a priori, peuvent te sembler anodines, mais qui en rétrospective se reflètent dans les actions que tu fais. Il y a des fortes chances que ta compétence spécifique y ait de ça là-dedans. Ensuite, il y a une phrase où il explique l'anatomie d'un job de rêve, et c'est juste une citation. Il dit « Les meilleurs emplois ne se décrètent pas et ne se diplôment pas. Ils sont l'expression créative d'apprenants permanents sur des marchés libres. » Il y a tellement à déballer dans cette phrase, mais si je dois en retirer l'essence, c'est cette idée de dire que les meilleurs emplois, c'est ceux que tu crées de toutes pièces à partir de tes connaissances spécifiques et de tes traits d'ADN. Donc, ils ne peuvent pas se décréter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire voilà tel job. Parce que, en fait, le meilleur job, c'est le reflet de ta personnalité. Et il ne se diplôme pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme qui t'apprend à être toi-même. C'est quelque chose que tu dois amener, que tu dois créer de toutes pièces presque, tu vois. Quand tu regardes tous les grands, leurs jobs sont étrangement, en fait, l'extension de leur propre personnalité et de leurs propres centres d'intérêt. Donc les meilleurs emplois ne se décrètent pas et ne se diplôment pas, ils sont l'expression créative d'apprenants permanents sur des marchés libres. Après, on parle de quelle est la compétence la plus importante pour être riche selon Naval. La compétence la plus importante pour devenir riche est de devenir un apprenant perpétuel. Vous devez savoir comment apprendre tout ce que vous voulez apprendre. L'ancien modèle de gagner de l'argent consiste à aller à l'école pendant 4 ans, à obtenir un diplôme et à travailler comme un professionnel pendant 30 ans. Mais les choses changent rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez vous familiariser avec une nouvelle profession en l'espace de 9 mois, et celle-ci devient obsolète 4 ans plus tard. Mais pendant ces 3 années productives, on peut devenir très riche. Il est beaucoup plus important aujourd'hui de pouvoir devenir un expert dans un tout nouveau domaine en 9 à 12 mois que d'avoir étudié, entre guillemets, la bonne chose pendant longtemps. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir étudié les fondamentaux, et donc vous n'aurez plus peur d'aucun livre. Si vous allez à la bibliothèque et qu'il y a un livre que vous ne comprenez pas, vous devez creuser et vous dire quelles sont les bases nécessaires pour que j'apprenne cela. Les bases sont très importantes. Ça, c'est hyper important dans la pensée de Naval, cette idée de comprendre de manière très très approfondie les fondamentaux, de sorte à ce que tout ce qui est avancé, parce que par définition, ce qui est avancé a des racines dans les fondamentaux, donc avoir les fondamentaux pour comprendre les concepts avancés. Parce que si tu apprends ou si tu commences par les concepts avancés, mais que tu n'as pas les fondamentaux, par définition, tes bases sont pas solides. Et donc, tu peux pas faire abstraction d'une idée et te demander, ok, comment est-ce que je peux extraire l'essence de cette idée et l'appliquer dans un autre contexte. Pour pouvoir avoir cette capacité de réfléchir par toi-même et d'avoir du jugement et te demander, est-ce que telle ou telle idée est pertinente dans mon contexte, tu dois connaître les fondamentaux. Et ça, c'est très présent chez Naval. Savoir être persuasif à l'oral est bien plus important que d'être un expert en marketing numérique ou un optimiseur de clics. Les bases sont essentielles. Il vaut mieux être à 9 sur 10 ou 10 sur 10 sur les fondations plutôt que d'essayer d'approfondir les choses. Vous avez besoin d'approfondir quelque chose parce que sinon, vous serez 1 km de large et 1 cm de profondeur. Et vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez de la vie. On ne peut maîtriser qu'une ou deux choses dans la vie. Ce sont généralement des choses qui vous obsèdent. Et là, ça me fait penser à une citation que j'ai lue un peu plus tôt. C'était de je sais plus qui d'ailleurs, mais cette idée de dire que je l'ai en anglais, the new illiterate is the one who cannot learn. Donc c'est cette idée de dire le nouvel illettré, le nouvel illettrisme n'est plus celui qui ne sait pas lire, mais c'est celui qui ne sait pas apprendre. Après, il nous parle de cette idée que tu dois d'abord faire quelque chose parce que tu l'aimes, pas juste parce que tu veux devenir riche. En tout cas, c'est un de ses conseils. Je ne veux faire les choses que pour elles-mêmes. C'est l'une des définitions de l'art.
Qu'il s'agisse d'affaires, d'exercices, de romances, d'amitié ou autre, je pense que le sens de la vie est de faire les choses pour elle-même. Paradoxalement, c'est en faisant les choses pour elle-même que l'on crée ses meilleures œuvres. Même si vous essayez simplement de gagner de l'argent, c'est vous qui en aurez le plus de succès. L'année où je me suis le plus enrichi est en fait celle où j'ai travaillé le moins dur et où je me suis le moins soucié de l'avenir. Je faisais surtout des choses pour le simple plaisir de les faire. Je disais aux gens, je suis à la retraite, je ne travaille pas. J'avais alors le temps de me consacrer aux projets qui me tenaient le plus à cœur. En faisant les choses pour elles-mêmes, je les faisais mieux. Moins vous voulez quelque chose, plus vous y pensez, moins vous en êtes obsédé, plus vous le ferez de manière naturelle. Plus vous le ferez pour vous-même. Vous le ferez d'une manière qui vous convient et vous y tiendrez. Les gens autour de vous verront que votre travail est de meilleure qualité. Si ce que vous faites vous divertit aujourd'hui, mais que ça risque de vous ennuyer un jour, au bout d'un jour, c'est une distraction. Alors, continuez de chercher. Là, je veux mettre une petite nuance parce que c'est joli dans la pratique, c'est un petit peu plus, c'est joli dans la théorie, c'est un petit peu plus difficile dans la pratique. Quand Naval dit que le jour ou l'année où il a eu ses meilleurs résultats, c'est quand il essayait pas d'optimiser pour l'argent. Il faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui avait déjà gagné de l'argent, qui était déjà riche quelque part. Donc il n'était pas dans l'urgence. Mais je pense que la leçon à tirer de ça, c'est de se dire, parce qu'on n'est pas tous investisseurs, on n'est pas tous cofondateurs d'Angelist et on n'a pas tous des millions et des millions coffrés en banque. Moi, mon approche personnelle et d'expérience, j'ai essayé en fait pendant longtemps de marier les deux parce que j'ai toujours voulu faire du travail remarquable et j'ai voulu j'ai voulu me précipiter là-dedans. Et donc à un moment, je me suis lancé en freelance. Mais j'avais pas cette sécurité et du coup naturellement j'ai dû en fait optimiser plus pour ce qui allait me faire gagner de l'argent et c'était beaucoup plus difficile d'optimiser pour ce qui me plaisait, en tout cas de faire les deux en même temps et moi personnellement ça m'a cramé parce que j'avais l'impression que la différence était trop grande entre faire d'un côté ce que j'aimais vraiment et faire ce qui allait me faire gagner de l'argent. Et j'ai préféré du coup prendre une autre voie qui consiste à dire je suis ok de me prendre un emploi, de travailler, c'est-à-dire de vendre aussi mon temps contre de l'argent, histoire d'avoir la sécurité, histoire d'avoir la sérénité quelque part, pour pas avoir à me soucier de comment est-ce que je vais manger à la fin du mois. Et en parallèle, je vais poursuivre mon travail remarquable à moi, donc en ce moment c'est ce podcast, et c'est la lecture, c'est décortiquer les idées des grands, chercher des mentors et vraiment essayer de distiller leurs leçons. Je vais faire ça en parallèle de mon travail. C'est une des manières de le faire. Il y a d'autres personnes qui supportent pas de travailler pour quelqu'un d'autre et qui veulent faire le tout en même temps. Et c'est ok. C'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où, à nouveau, si en même temps ta quête de travail remarquable est mêlée à la manière dont tu gagnes ton argent à la fin du mois, tu pourras moins optimiser pour le plaisir. C'est-à-dire que tu auras plus de pression de l'argent en fait. L'avantage de travailler pour quelqu'un d'autre ou d'avoir un emploi ou d'avoir une rentrée d'argent qui est extérieure à ton travail remarquable ou ce que tu es en train de construire, c'est que tu peux à 100% optimiser pour le plaisir, pour le fun et pour ce qui te rend curieux dans ce cas-là. Dans l'autre cas, tu fais peut-être quelque chose qui te plaît plus parce que tu es à ton compte et peut-être que tu peux lier d'une certaine manière ton travail remarquable à ce qui te fait gagner de l'argent, mais tu peux pas non plus le faire à 100%. Donc c'est vraiment un choix à faire, mais là ce que Naval nous dit en gros, c'est cette idée de dire que continue toujours de chercher et il faut vraiment, en tout cas dans l'idéal, tu veux arriver à un travail remarquable que tu fais qui a la même sensation que du jeu en fait. Work that feels like play. Et c'est un des conseils d'ailleurs qu'il donne dans son Tweetstorm. Ensuite, il parle d'un concept avec lequel tu es sans doute familier, qui était peut-être un peu moins, populaire il y a quelques années, mais je trouve ça toujours intéressant parce que Naval, quand il en parle, il a une manière très claire de formuler les choses. Et donc là, il parle du levier le plus intéressant pour créer de la richesse. Le travail est une forme de levier. L'argent est une forme de levier. La dernière forme de levier est une toute nouvelle forme de levier, la nouvelle la plus démocratique. Il s'agit des produits sans coût marginal de reproduction. Ça fait un peu jargon, mais en gros, les produits dont le coût marginal de reproduction est nul. Cela inclut les livres, les médias, les films et le code. Le code est probablement la forme la plus puissante de levier sans permission.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de la permission de personne. La forme la plus intéressante et la plus importante de levier est l'idée de produit dont le coût marginal de reproduction est nul. C'est la nouvelle forme d'effet de levier. Elle n'a été inventée qu'au cours des dernières centaines d'années. Elle a commencé avec la presse à imprimer. Elle s'est accélérée avec la radiodiffusion et maintenant, elle a vraiment explosé avec l'Internet et le codage. Aujourd'hui, vous pouvez multiplier vos efforts sans impliquer d'autres personnes et sans avoir besoin d'argent d'autres personnes. Coder, écrire des livres, enregistrer des podcasts, tweeter, être sur YouTube, ces activités ne requièrent aucune permission de personne. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour les faire et c'est pourquoi elles sont très égalitaires. Ce sont des grands égalisateurs de moyens de pression. À chaque grand développeur de logiciels, par exemple, a maintenant une armée de robots qui travaillent pour lui la nuit, pendant qu'il ou elle dort, après qu'il ou elle a écrit le code et qu'il ou elle le fait tourner. Et après, il y a une partie intéressante où il explique que c'est pas naturel pour nous, parce que c'est pas comme ça qu'on a été créé. Les hommes ont inventé l'effet de levier. Tu vois, la technologie, le fait de faire un effort, le fait que je produis ce podcast et que dans 5 ans, 10 ans, je sais pas quand est-ce que tu l'écoutes, mais tu es toujours capable de l'écouter. C'est pas quelque chose qui était là dans la nature à la base. Même si peut-être d'une certaine manière, le storytelling, c'est une forme de levier, le fait de raconter des histoires. Un homme de Cro-Magnon ou je sais pas, Homère par exemple, le fait qu'il ait écrit une histoire, à nouveau c'est lié à la presse, mais c'est pas naturel pour nous. Nous on était en mode plante, graine, récolte, orange, donc effort, résultat. Mais l'effet de levier, c'est quelque chose que l'homme a inventé. Donc c'est pas naturel pour nous, mais c'est vraiment important de comprendre que c'est de cette manière-là uniquement que tu peux créer de la richesse, en dissociant ton effort des résultats, en travaillant en multifinalité, avec un seul effort, produire plusieurs résultats. C'est vraiment comme ça que tu crées de la richesse. Et là, une citation, « Oubliez les riches contre les pauvres, oubliez les cols blancs contre les cols bleus, il s'agit maintenant d'opposer l'effet de levier à l'absence d'effet de levier. » Ce que vous voulez de la vie, c'est être maître de votre temps. Vous voulez obtenir un emploi à effet de levier où vous contrôlez votre propre temps et où vous êtes suivi sur les résultats, pas sur les efforts. Si vous faites quelque chose d'incroyable pour faire avancer l'entreprise, elle doit vous payer. Surtout s'ils ne savent pas comment vous avez fait parce que c'est inné dans votre obsession, vos compétences ou vos capacités innées. Ils vont devoir continuer à vous payer pour le faire. Les semaines de 40 heures sont une relique de l'ère industrielle. Les travailleurs du savoir fonctionnent comme des athlètes. Ils s'entraînent et font un sprint, puis ils se reposent et se réévaluent. Construire n'importe quel produit et vendre n'importe quel produit correspond à cette description. Et fondamentalement, qu'y a-t-il d'autre ? Ce que vous devez éviter, c'est un rôle d'assistant, comme le service à la clientèle. Dans le service clientèle, malheureusement, les efforts que vous mettez sont fortement corrélés aux résultats que vous avez. Et les heures que vous y consacrez sont importantes. Donc là, à nouveau, ce qu'il nous dit, c'est évite, si tu veux devenir riche, évite ou si tu veux créer de la richesse, évite les jobs où tes efforts sont liés directement, ou alors la manière dont tu es rétribué est liée directement à ce que tu produis. Au contraire, tu veux être payé au résultat. Et donc concrètement, quand tu es youtubeur, que tu crées des vidéos, que tu as des audiences et que tu as des sponsors qui te payent, tu es payé au résultat parce que tu crées la vidéo une fois et ensuite elle génère des centaines de milliers de vues. Quand tu fais un podcast, c'est la même chose. Quand tu crées un produit digital, c'est la même chose. Quand tu fais du coaching en une personne, c'est différent parce que tu vends ton produit ou tu vends entre guillemets ton temps. Maintenant, je veux juste ajouter une petite touche de nuance à ça. À nouveau, ça dépend de ton contexte et à nouveau, parce qu'il dit tu vas absolument éviter les jobs comme le service à la clientèle. Moi, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais, c'est le type de travail que j'aime, mais c'est parce que c'est quelque chose que je connais, j'ai de l'expérience là-dedans, c'est facile pour moi, ça me permet facilement de gagner de l'argent. Il y a une nuance à faire là-dedans, c'est-à-dire que si tu fais un job où tu es payé à tes efforts, mais qu'à côté, tu construis quelque chose qui décorrèle tes efforts de tes résultats, c'est ok en fait, tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir. L'important, c'est de savoir que si tu veux créer de la richesse et que tu as un job où tu es payé à ton temps, à côté, tu dois construire un asset qui produit de la richesse de cette manière décorrélée de ton temps. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. Tu vois, si tu as un job, c'est pas grave. Tant que tu construis quelque chose à côté, par contre, c'est important, tu vois. Tu peux pas te baigner dans l'illusion que oui, j'ai un job et je vais devenir riche. Là, clairement, non. Après, il donne un conseil sur si tu sais pas quelles compétences spécifiques apprendre. Lui, ce qu'il nous dit, c'est apprendre à bâtir ou à vendre. Apprenez à vendre ou apprenez à construire. Si vous pouvez faire les deux,
rien ne vous arrêtera. Donc quand il dit construire, juste pour clarifier, souvent c'est build, c'est-à-dire coder, ou alors créer du produit, ou alors créer des vidéos YouTube, ou créer du média. Il s'agit de deux catégories très larges. La première, donc construire, est la construction d'un produit. C'est difficile et c'est une activité à multiples facettes. Cela peut inclure la conception, le développement, la fabrication, la logistique, l'approvisionnement et même la conception et l'exploitation d'un service. Les définitions sont très nombreuses. Construire, ça peut être aussi, si tu es musicien et que tu aimes la musique, c'est-à-dire créer des morceaux, c'est construire quelque chose parce que typiquement tu construis quelque chose qui a de la valeur. L'autre aspect est la vente. Là encore, la vente a une définition très large. Il ne s'agit pas nécessairement de vendre à des clients individuels, mais aussi de faire du marketing, de communiquer, de recruter, de collecter des fonds, d'inspirer les gens, de faire des relations publiques. Il s'agit d'une vaste catégorie parapluie. Donc là, voilà, Naval nous dit, si tu veux une manière plus ou moins certaine de t'orienter vers une compétence spécifique qui peut te garantir la richesse, c'est garde cette idée en tête de apprends soit à construire ou alors à vendre. Parce que de ces compétences-là, il y a un éventail très large de compétences qui vont derrière ça. Donc construire, ça peut être coder, mais ça peut être faire de la musique. Vendre, ça peut être faire du marketing, ça peut être faire du public speaking, mais ça peut être aussi inspirer. Mais c'est deux, on va dire, noyaux de compétences principales ou de compétences spécifiques qui te permettent de créer un effet de levier et à terme de plus vendre ton temps contre de l'argent, d'être rémunéré pour tes efforts et tes résultats. Après, il y a une partie sur le mindset par rapport à l'argent. Si vous adoptez un état d'esprit relatif ou négatif, vous détesterez toujours ceux qui réussissent mieux que vous et vous serez toujours jaloux ou envieux d'eux. Alors, ils ressentiront ces sentiments lorsque vous tenterez de faire des affaires avec eux. Lorsque vous essayez de faire des affaires avec quelqu'un, si vous avez de mauvaises pensées ou des jugements sur cette personne, elle le sentira. Les êtres humains sont câblés pour ressentir ce que l'autre personne, au plus profond d'elle, ressent. Il faut avoir un état d'esprit relatif, ou plutôt un état d'esprit positif sur la richesse. Littéralement, être anti-richesse vous empêchera de devenir riche parce que vous n'aurez pas la bonne mentalité pour cela. Vous n'aurez pas le bon état d'esprit et vous ne traiterez pas les gens au bon niveau. Soyez optimiste, soyez positif, c'est important. Les optimistes s'en sortent mieux à long terme. Et là, il y a quelques phrases que j'aime bien, 2 citations et une idée avec laquelle je fais le lien sur les podcasts de Paul Graham, épisodes 1 et 2. L'optimisme sounds like a sales pitch. Pessimism sounds like someone is trying to help you. Donc l'optimisme, ça ressemble à un pitch de vente. Le pessimisme, ça ressemble à quelqu'un qui essaye de t'aider. C'est cette idée de dire, donc Naval Ravikant, je crois qu'il lui se définit comme un optimiste rationnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette différence entre l'optimiste irrationnel qui considère que tout va toujours bien se passer même si tout est en train de s'écrouler. Naval, il dit pas ça. Il dit qu'il faut être optimiste, il faut être rationnel, mais il faut être optimiste. Et la raison pour laquelle le pessimisme a une image si peut-être plus négative ou intellectuelle, c'est que quand tu es pessimiste, tu parais intellectuel, tu parais intelligent, tu vois. Quand tu déconstruis l'idée, que tu expliques le X et le Y de pourquoi ça pourrait pas marcher, on te considère comme intelligent. On se dit, ah ouais, putain, pourquoi il a raison et tout, machin. Et quand t'es optimiste, t'as l'air un peu d'un bisounours et t'as l'air crédule, on te prend pas trop au sérieux. Donc c'est pour ça que le pessimisme est plus répandu. Et il y a aussi cette idée de dire que, de manière évolutive, le pessimisme a un avantage beaucoup plus intéressant que l'optimisme, dans le sens où, à l'époque où on vivait dans la jungle, le pessimisme, c'est-à-dire le pessimiste, celui qui voyait plus de risques que l'optimiste, il avait plus de chances de survivre, tu vois. Si tu sors dans la jungle et que tu es sans arrêt anxieux et que tu dis « ouais, je pourrais me faire bouffer ou quoi », eh ben, le jour où tu as un lion qui sort ou un tigre aux dents de sabre, le pessimiste qui avait ses idées en tête et qui se préparait à ça, il aura beaucoup plus de chances d'y échapper parce qu'il était sur le qui-vive. Alors que l'optimiste qui sortait et qui disait « mais non, tout va bien se passer et tout », le moment où il y a un tigre aux dents de sabre qui surgit de la jungle, eh ben, le mec il se fait bouffer en fait. Donc de manière évolutive, le pessimisme t'aide mieux à survivre. Mais aujourd'hui, ce que Naval nous dit, c'est que ça c'est révolu, et à l'ère où quand tu essaies de te construire une carrière, de faire du travail remarquable et que tu dois voir les opportunités, les saisir, il faut travailler cet optimisme-là. Et là, il y a cette super phrase: l'optimisme ne consiste pas à croire que tout sera bien, ça c'est de la complaisance. C'est une croyance que les chances d'un bon résultat
sont dans ta faveur sur le long terme, même si au long du chemin, il y a des obstacles. Je te le lis en anglais parce que là, je l'ai traduit un peu en live. Optimism is not believing everything will be great, that's complacency. It's a belief that the odds of a good outcome are in your favor over time, even with setbacks along the way. Et ça me fait vraiment penser à cette idée de Paul Graham qui disait c'est important de chérir ton moral, tu vois, de chérir cet optimisme. L'optimisme, c'est vraiment quelque chose de rare et c'est quelque chose qui se fait facilement détruire quand tu es autour de gens qui sont constamment en train de te dire à quel point l'économie c'est la merde, à quel point c'est difficile, etc. Donc c'est important de chérir ton moral et pour ça, c'est important de s'entourer de gens qui sont optimistes. Comment s'entourer de gens qui ont du succès ? Déterminez ce que vous savez faire et commencez à aider d'autres personnes dans ce domaine. Donnez sans attente. Faites-en profiter les autres. Le karma fonctionne parce que les gens sont cohérents. Sur une période suffisamment longue, vous attirez ce que vous projetez. Mais ne mesurez pas. Votre patience s'épuisera si vous comptez. Cette idée de comment attirer des gens autour de soi, ça fait le lien avec la catégorie qu'on a suivie avant. Si tu as envie de faire du travail remarquable, si tu as déjà une idée ou tu as déjà, je sais pas moi, un hobby ou quelque chose qui te passionne, tu es passionné de musique ou de vidéos ou de podcasts, ce que tu veux, eh ben commence à créer sans attendre et naturellement les gens positifs, les gens qui ont envie de faire du travail remarquable s'attirent sur le long terme. Et la meilleure manière de t'entourer de personnes positives, c'est de créer du travail remarquable parce que le travail remarquable attire les personnes qui sont bien câblées. Donc donne, sans attendre, sans mettre de pression, sans attendre de recevoir. Et ça, c'est important, c'est ce qu'il dit. Mais ne mesurez pas. Votre patience s'épuisera si vous comptez. Donc c'est cette idée de dire, fais confiance qu'à long terme, ton travail paiera et que tu seras entre guillemets récompensé. Le karma fonctionne parce que les gens sont cohérents. Si toi tu donnes de la valeur dans le marché, si tu émets de la valeur, à un moment donné, tu auras forcément ce retour de balancier, ce retour de valeur vers toi et tu auras des opportunités qui se montreront. Et là, j'ai marqué une note, une petite anecdote. Quand j'avais fait un stage dans une entreprise qui s'appelait Catrino à l'époque, j'étais en première année de DUT et on avait un mois de stage. C'était un DUT en logistique, on avait un mois de stage non payé. Et moi, c'était un stage en tant qu'assistant qualité. C'était dans une entreprise qui faisait de l'avionique de luxe. Donc, c'était une boîte qui créait du mobilier pour les jets privés, etc. Donc, du mobilier à la fois très léger et très résistant et très de luxe. Et j'avais passé le mois, en fait, je m'étais mis à fond dans cette tâche. Je devais réorganiser l'agencement d'un atelier pour que ce soit plus propre, plus efficient. Et pendant un mois, en fait, je m'étais vraiment plongé avec les ouvriers. J'étais pendant 8 heures d'affilée dans l'atelier, j'organisais. Il y avait des espèces de grandes maquettes comme ça qu'ils utilisaient en tant que modèle pour les perceuses. Et moi, mon objectif, c'était de reclasser toutes ces maquettes. C'est un peu comme... C'était des maquettes de pièces en fait, et il y avait des étagères de maquettes comme ça, sauf qu'au lieu d'être des feuilles de papier comme une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'être des feuilles de papier, c'était des grandes planches de 3 mètres par 2 mètres de bois, et moi je devais les classer, et pendant un mois j'avais fait ça, donc j'étais vraiment avec les ouvriers et tout, et à la fin du mois, c'était une entreprise familiale, c'était pas un stage qui était censé être payé, mais je crois que c'était l'avant-dernier jour, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte avant que je sorte, et c'était le patron de l'entreprise, monsieur Catrino, donc le fondateur, qui était là et qui était venu avec une enveloppe et il m'avait dit voilà, je vous ai observé pendant tout ce mois-ci, j'ai vu à quel point vous étiez investi et je tenais à vous récompenser parce que j'avais réorganisé aussi l'atelier, j'avais vraiment apporté une contribution en tout cas dans l'entreprise et il m'avait donné un chèque, il m'avait payé je crois quelque chose comme 560 € à l'époque et ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais aucune attente, tu vois, dans ma tête j'étais pas payé mais je voulais donner le maximum et il était venu et il m'avait dit voilà tout travail de qualité mérite d'être payé et depuis ce jour j'ai toujours cette idée en tête, mais il faut donner sans attendre, en ayant confiance que en faisant ça, tu vas recevoir. Mais à nouveau, ça c'est compliqué quand tu es dans une situation de survie. C'est pour ça qu'il faut assurer d'abord
ta sécurité pour pouvoir donner sans recevoir. Parce que quand tu es dans une situation où tu n'as pas de quoi bouffer à la fin de la journée ou que tu te demandes comment tu vas payer le loyer, tu peux pas te demander ça. Tu peux pas donner sans attendre de recevoir parce que tu dois survivre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir de manière rationnelle. Mets-toi dans une position où tes besoins fondamentaux sont comblés et où tu peux commencer à bâtir à côté quelque chose de long terme. Après, on parle d'une section où Naval donne sa définition de la retraite. Donc la définition de la retraite pour Naval. L'homme a évolué en tant que chasseur et cueilleur, travaillant pour son propre compte. Ce n'est qu'au début de l'agriculture que nous nous sommes devenus plus hiérarchisés. La révolution industrielle et les usines nous ont rendus extrêmement hiérarchisés parce qu'un individu ne pouvait pas nécessairement posséder ou construire une usine, mais aujourd'hui, grâce à Internet, nous revenons à une époque où de plus en plus de gens peuvent travailler pour eux-mêmes. Je préfère être un entrepreneur qui a échoué que quelqu'un qui n'a jamais essayé, car même un entrepreneur qui a échoué possède les compétences nécessaires pour se débrouiller seul. La retraite, c'est le moment où l'on cesse de sacrifier le présent pour un lendemain imaginaire, lorsque le jour présent est complet. En soi, vous êtes à la retraite. Comment y arriver ? L'une des solutions consiste à épargner tellement d'argent que vos revenus passifs, sans que vous ayez à lever le petit doigt, couvrent vos taux d'épuisement. Donc là, typiquement, il parle d'investir en bourse ou alors d'avoir des biens immobiliers qui te payent tous les mois. Une deuxième solution consiste à réduire votre taux d'épuisement à 0. Vous devenez basiquement un moine. Donc là, ça consiste à réduire tes dépenses au maximum, avoir besoin de très peu et du coup, tu as besoin de très très peu d'argent. Donc là, c'est tout ce qui est vivre en autosuffisance, etc. La troisième option est que vous faites quelque chose que vous aimez. Vous y prenez tellement de plaisir que l'argent n'a plus d'importance. Il y a donc plusieurs façons de prendre sa retraite. Pour sortir du piège de la concurrence, il faut être authentique. Trouvez ce que l'on sait faire mieux que quiconque. Vous savez mieux le faire parce que vous aimez cela et personne ne peut rivaliser avec vous. Si vous aimez ce que vous faites, soyez authentique, puis trouvez un moyen de l'adapter aux besoins réels de la société. Donc d'abord, fais quelque chose que tu adores, trouve ce que tu adores et ensuite trouve un moyen de l'adapter à un besoin de la société ou pour lequel la société est prête à payer. Appliquez un effet de levier et mettez votre nom dessus. Si vous prenez des risques, mais vous obtenez des récompenses, vous êtes propriétaire de ce que vous faites et vous le faites progresser. Ça, c'est intéressant aussi. Comment attirer la chance dans sa carrière ? Le premier type de chance est la chance aveugle, qui consiste à avoir de la chance parce qu'un événement totalement indépendant de sa volonté s'est produit. Il s'agit de la fortune, du destin, etc. Ensuite, il y a la chance par la persévérance, le travail acharné, l'acharnement et le mouvement. C'est lorsque vous courez partout pour créer des opportunités. Vous générez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup pour remuer les choses. C'est un peu comme mélanger une boîte au pétri ou un tas de réactifs et voir ce qui se combine. Vous générez juste assez de force, d'agitation et d'énergie pour que la chance vous trouve. Un troisième moyen consiste à devenir très doué pour repérer la chance. Si vous êtes très compétent dans un domaine, vous remarquerez lorsqu'un coup de chance se produit dans votre domaine. Et les autres personnes qui ne sont pas à l'écoute ne le remarqueront pas, vous devenez donc sensible à la chance. Le dernier type de chance est le plus étrange, le plus difficile, celui où vous construisez un caractère unique, une marque unique, un état d'esprit unique qui fait que la chance vous trouve. Par exemple, disons que vous êtes le meilleur plongeur au monde. Vous êtes connu pour effectuer des plongées en eau profonde que personne d'autre n'oserait même tenter. Par pure chance, quelqu'un trouve un navire au trésor englouti au large de la côte qu'il ne peut atteindre. Cette chance est devenue la vôtre, car c'est à vous qu'ils vont s'adresser pour trouver le trésor, et vous serez payé pour cela. C'est un exemple extrême, mais il montre qu'une personne a eu de la chance en trouvant le trésor. Le fait qu'ils viennent vers vous pour l'extraire et vous en donner la moitié n'est pas de la chance aveugle. Vous avez créé votre propre chance. Vous vous êtes mis en position de tirer parti de la chance ou d'attirer la chance lorsque personne d'autre n'a créé cette opportunité pour soi. Pour devenir riche sans avoir de chance, il faut être déterministe. Nous ne voulons pas nous en remettre au hasard. Cela commence par devenir tellement déterministe que cela cesse d'être de la chance. La définition commence à s'estomper, passant de la chance au destin. Pour résumer le quatrième type, construisez votre caractère d'une certaine manière, puis votre caractère devient votre destin. L'une des choses qui me semble importante pour gagner de l'argent est d'avoir une réputation qui incite les gens à faire des affaires par votre intermédiaire. Rappelez-vous l'exemple d'un plongeur hors pair. Les chasseurs de trésors viennent vous donner une partie du trésor pour vos talents de plongeur. Si vous êtes un négociateur de confiance,
fiable, doté d'une grande intégrité et d'une réflexion à long terme, lorsque d'autres personnes souhaitent conclure des affaires mais ne savent pas comment le faire en toute confiance avec des étrangers, elles vous approcheront littéralement et vous donneront une partie de l'affaire simplement en raison de l'intégrité et de la réputation que vous vous êtes forgé. Alors c'est difficile, tu vois, de faire ça parce que raisonner par pur déterminisme comme ça, Steve Jobs disait connect the dots, tu connectes les points mais juste en rétrospective. Essayer de connecter les points ou d'anticiper le futur, c'est compliqué, mais à nouveau, le meilleur compas, c'est ta curiosité et ton intérêt, parce que si tu les suis, elle va forcément te mener à un domaine dans lequel tu auras une énergie beaucoup plus haute et une motivation beaucoup plus forte, parce que t'aimeras ça tout simplement, et donc tu développeras un avantage concurrentiel, et ensuite quand tu auras cette compétence spécifique ou cet avantage concurrentiel, tu pourras te demander ok, comment est-ce que je peux monétiser ça, ou comment est-ce que je peux aider des gens avec cette compétence et être rétribué en conséquence de ça. Donc en fait, si on résume, suivre ta curiosité et ton centre d'intérêt le plus longtemps possible sans mettre la pression tout de suite de comment monétiser ça, c'est la meilleure stratégie à long terme pour être déterministe sur développer un avantage inconcurrençable en fait, et créer ta propre catégorie, ton propre métier remarquable quelque part. Après, il y a une partie que je trouve très rassurante, parce que là, tout ça, on parle de tout ça, ça fout la pression, tu vois, on se dit ok, y a tellement de trucs à réfléchir, il y a tellement de concepts à avoir en tête et tout, et si t'as la tête qui chauffe, et moi j'ai souvent la tête qui chauffe en écoutant Naval, parce que c'est très riche en informations, c'est très condensé, et parfois tu peux te dire ok, mais je suis tellement en retard, j'ai tellement à apprendre et tout. Non, en fait, en soi c'est très simple, je dis pas que c'est pas, les étapes sont simples, c'est difficile, mais les étapes sont simples. C'est poursuis vraiment ta propre curiosité, comprends que si tu veux devenir riche, tu peux pas devenir riche en vendant ton temps, tu dois construire quelque chose, donc ça peut être créer, tu vois, ça peut être, si t'es musicien, créer de la musique, si t'aimes créer des formations, crée des formations, si t'aimes le podcast, crée du podcast, ça peut être, si t'aimes coder, code, si t'aimes créer des applications, crée des applications, mais tu dois créer quelque chose, tu dois être propriétaire de quelque chose. Si t'es propriétaire de rien et que tu vends juste ton temps, tu seras jamais riche, parce que tu seras toujours rétribué en fonction de ton niveau d'effort. Et c'est ok si tu veux vers ça, mais ça m'étonnerait sinon tu n'écouterais pas ce podcast. Ça, c'est l'ancien modèle, tu vois, travaille toute ta vie, obtiens un salaire et à la fin touche une retraite. Mais si tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu t'aspires à quelque chose de différent de ça. Mais donc tout ça, ça fout un peu la pression, mais en soi c'est simple, c'est poursuis ta curiosité, continue de chercher, ne sois jamais satisfait tant que tu n'as pas vraiment trouvé le travail remarquable sur lequel tu es décidé et tu es certain de vouloir mettre tous tes efforts. Et à ça, je vais plugger le paragraphe qui vient juste après, parce que c'est un paragraphe qui est rassurant. La patience est la mère des vertus. Une chose que j'ai appris plus tard dans la vie, c'est qu'en général, ou du moins dans le secteur de la technologie, dans la Silicon Valley, mais moi je pense que c'est de manière générale, si tu es quelqu'un qui cherche à créer du travail remarquable, ça s'applique aussi à toi. Écoute bien cette phrase, les gens formidables ont des résultats formidables. Il suffit d'être patient. Toutes les personnes que j'ai rencontrées au début de ma carrière, il y a 20 ans, et que j'ai regardé en me disant « Wow, ce gars ou cette fille est super capable, tellement intelligent et dévoué », toutes, presque sans exception, ont connu une grande réussite. Il suffisait de leur donner un délai suffisamment long. Cela n'arrive jamais dans les délais que vous souhaitez ou qu'ils souhaitent, mais cela arrive éventuellement. Cela prend du temps, même si une fois que tous les éléments sont en place, il faut y consacrer un temps indéterminé. Si vous comptez à nouveau, vous manquerez de patience avant que le succès n'arrive. Et là, on parle de cette idée de dire, si tu comptes trop tôt, tu vas manquer de patience. Et compter trop tôt, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut peut-être dire, dans notre cas, chercher à monétiser tout de suite. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repivoté derrière. Je me suis dit, ok, je vais me reprendre un job pour me donner l'espace et le temps de pouvoir explorer de manière pure mes centres d'intérêt et trouver vraiment le travail remarquable que je veux faire. Si tu mets trop tôt de la pression là-dessus, la fleur n'a pas le temps de germer. C'est un peu comme si je te disais, tu veux construire une maison, tu plantes des arbres pour avoir du bois. Si sur ton petit arbre buisson, tu commences à le découper, tu n'auras pas la matière suffisante pour créer ta maison. Tu dois attendre que l'arbre grandisse pour pouvoir utiliser et vraiment pleinement capitaliser sur le bois. Mais si tu essayes de construire une maison avec des petites brindilles,
qui n'ont pas eu le temps de pousser, ça ne fonctionnera pas, tu vois. Donc, à nouveau, je relis le paragraphe parce que ça, c'est tellement important. Cela prend du temps. Même une fois que tous les éléments sont en place, il faut y consacrer un temps indéterminé. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé ton temps remarquable, c'est ton travail remarquable, c'est que le début de l'aventure, parce qu'après, tu dois le faire pendant 5, 10, 15, 20 ans. Si vous comptez, vous manquerez de patience avant que le succès n'arrive. Tout le monde veut devenir riche immédiatement, mais le monde est efficace. Il n'est pas immédiat. L'immédiateté ne fonctionne pas. Il faut consacrer du temps. Il faut y consacrer des heures. Et je pense qu'il faut se mettre en position de posséder les connaissances spécifiques, de rendre des comptes, d'avoir un effet de levier, d'avoir des compétences authentiques que l'on possède pour être le meilleur au monde dans ce que l'on fait. Vous devez apprécier ce que vous faites et continuer à le faire. Continuez à le faire et continuez à le faire. Ne comptez pas, car si vous le faites, vous manquerez de temps. Le mauvais conseil le plus fréquent que j'entends est « tu es trop jeune ». Mais la majeure partie de l'histoire a été construite par les jeunes. Ils ont simplement été récompensés lorsqu'ils étaient plus âgés. La seule façon d'apprendre vraiment quelque chose est de le faire. Oui, écoutez les conseils, mais n'attendez pas. Cela ne veut pas dire que c'est facile, car ce n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment très difficile. C'est la chose la plus difficile que vous ferez dans votre vie. Mais c'est aussi très gratifiant. Regardez les enfants qui sont nés riches. Leur vie n'a aucun sens. Votre véritable CV n'est qu'un catalogue de toutes vos souffrances. C'est puissant ça. Votre CV, votre véritable CV, pas celui qu'on crée sur Canva, le véritable CV n'est qu'un catalogue de toutes vos souffrances. Si je vous demande de décrire votre vraie vie et que vous regardez de votre lit de mort les choses intéressantes que vous avez faites, tout tournera autour des sacrifices que vous avez faits, des choses difficiles que vous avez accomplies. Cependant, tout ce qu'on vous donne n'a pas d'importance. Vous avez vos 4 membres, votre cerveau, votre tête, votre peau, tout cela est acquis. Vous devez de toute façon faire les choses difficiles pour donner un sens à votre vie. Gagner de l'argent est un bon choix. Luttez, poursuivez ce rêve. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais les outils sont tous disponibles, tout est là. Là, je vais relire une phrase de Paul Graham qui s'attache parfaitement à cela. Ce n'est pas aussi simple que de déployer votre voile et de vous laisser emporter par l'inspiration. Il y a des vents contraires et les vents et les hauts fonds cachés. Il y a donc une technique pour travailler, comme pour naviguer. Donc, quand tu connais ton travail remarquable, c'est que la première partie de l'aventure. Et ça ne veut pas dire qu'une fois que tu l'as trouvé, tout sera facile. Ça sera toujours en fait difficile. C'est ça qu'il faut capter. Mais une fois que tu l'as trouvé, fais-le, parce que si tu l'as vraiment trouvé, c'est pas censé être comme du travail, parce que tu es censé aimer le faire. Donc une fois que tu l'as trouvé, fais-le, fais le travail de la plus grande qualité possible et aie confiance dans ce karma rationnel qui dit que si tu apportes de la valeur, il y a forcément de la valeur qui te sera apportée en retour. L'argent vous permet d'acquérir la liberté dans le monde matériel. Il ne vous rendra pas heureux. Il ne résoudra pas vos problèmes de santé, il ne rendra pas votre famille heureuse et il ne vous rendra pas en forme, il ne vous rendra pas calme. Mais elle résoudra de nombreux problèmes externes. C'est une étape raisonnable pour aller de l'avant et gagner de l'argent. Et après, je vais te partager quelques pensées qui sont plus orientées sur la capacité à prendre des bonnes décisions. Parce que, donc là, on a parlé de toute la partie comment créer la richesse, comment trouver le travail remarquable que tu veux faire, comment raisonner par rapport à la richesse. Et après, il y a toute une partie qui est très forte dans la philosophie navale qui consiste à avoir du jugement, penser clairement, prendre les bonnes décisions. Il est vraiment l'avocat de maîtriser les principes fondamentaux des disciplines importantes, ça on l'a déjà vu, et ensuite être capable de penser par soi-même, de prendre des bonnes décisions pour soi et de vraiment développer son jugement. Et donc le passage que je vais te lire, il est particulièrement utile si aujourd'hui, tu vois, je te lis ça, t'écoutes ce podcast, tous ces concepts qui t'intéressent, mais peut-être que t'es pas là, ou peut-être que tu te rends compte que t'en es pas à ce stade, ou peut-être que tu te rends compte que t'as fait erreur sur ton chemin, que tu t'es un peu laissé bercer par le chant des sirènes, que t'as pas appris les fondamentaux, ou que visiblement t'as pas les résultats que tu souhaites et que tu veux quand même corriger ça. Et donc là, il y a tout un passage où il parle d'apprendre à penser clairement et je pense que c'est important que je te le partage. La bonne nouvelle, c'est que le moment de souffrance, lorsque vous souffrez, est un moment de vérité. Ce passage, il va faire mal, je te préviens, mais je pense que c'est bien qu'on le lise. Je recommence. La bonne nouvelle, c'est que le moment de souffrance, lorsque vous souffrez, est un moment de vérité. C'est un moment où vous êtes obligé d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est à ce moment-là que vous pouvez effectuer des changements et des progrès significatifs. On ne peut progresser que si l'on part de la vérité. Ce qui est difficile, c'est de voir la vérité.
Pour voir la vérité, vous devez vous débarrasser de votre ego qui ne veut pas voir la vérité en face. Plus votre ego est petit, moins vos réactions sont conditionnées, moins vous avez de désir concernant les résultats que vous voulez, plus il vous sera facile de voir la réalité. Et donc, comment se détacher de l'ego ? Comment apprendre à voir la réalité en face ? La solution, c'est quoi ? C'est, pour Naval en tout cas, c'est d'apprendre à penser clairement. Il y a une citation où il dit « Penser clairement est un meilleur compliment que intelligent ». Il est en fait très important d'avoir un espace vide. Si vous n'avez pas un jour ou deux par semaine dans votre agenda, où vous n'êtes pas toujours en réunion, où vous n'êtes pas toujours occupé, où vous ne pourrez pas réfléchir, vous ne pourrez pas avoir des idées pour votre entreprise. Vous ne serez pas en mesure de prendre de bonnes décisions. Je vous encourage également à prendre au moins un jour par semaine, de préférence 2, car si vous en prévoyez 2, vous n'en aurez qu'un, pour réfléchir. Ce n'est qu'après s'être ennuyé que l'on a des idées géniales. Ce ne sera jamais lorsque vous êtes stressé, occupé, en train de courir ou pressé. Prenez le temps. Donc là, ce qu'il dit, en gros, et c'est un peu difficile à formuler, mais c'est que cette idée de dire que si toi, aujourd'hui, t'en es pas là, si tu as l'impression de constamment courir après l'argent, si tu as l'impression d'être constamment dans le besoin, si tu as l'impression que tu t'es trop laissé dériver, en fait, et que tu as l'impression d'être à un point presque de non-retour, c'est qu'il y a... Tu peux te rattraper, mais c'est juste qu'il faut apprendre à penser clairement et apprendre à regarder la situation en face telle qu'elle est. Je trouve que c'est tellement bien résumé quand il dit le moment de souffrance, c'est un moment de vérité. Tu souffres, quand on souffre, c'est parce qu'il y a une vérité en face de nous qui nous fait mal et qu'on ne voulait pas voir. Mais c'est qu'à partir du moment où on la regarde en face dans les yeux et qu'on apprend à penser clairement et qu'on apprend à prendre des bonnes décisions par rapport à ça, qu'on peut vraiment avancer. Choisissez toujours la voie qui semble la plus longue et difficile. Si vous avez deux choix à faire et qu'ils sont relativement égaux, prenez le chemin le plus difficile et le plus douloureux à court terme. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'un de ces chemins nécessite une douleur à court terme et l'autre voie mène à une douleur plus lointaine. En évitant les conflits, votre cerveau tente de repousser la douleur à court terme. Par définition, si les deux voies sont égales et que l'une d'elles est douloureuse à court terme, cette voie est associée à un gain à long terme. Avec la loi des intérêts composés, le gain à long terme est ce vers quoi vous voulez tendre. Votre cerveau surévalue le côté du bonheur à court terme et essaie d'éviter celui de la douleur à court terme. Vous devez donc annuler cette tendance. Il s'agit d'une tendance subconsciente puissante en vous penchant vers la douleur. Comme vous le savez, la plupart des gains dans la vie proviennent de la souffrance à court terme afin que vous puissiez être payé à long terme. Pour moi, faire du sport n'est pas une partie de plaisir. Je souffre à court terme, je ressens de la douleur, mais à long terme, je me porte mieux parce que j'ai des muscles ou que je suis en meilleure santé. Si je lis un livre et que je m'embrouille, c'est comme si je faisais de l'exercice et que mes muscles étaient endoloris ou fatigués, sauf que mon cerveau est maintenant débordé. À long terme, je deviens plus intelligent parce que j'absorbe de nouveaux concepts en travaillant à la limite de mes capacités. En règle générale, il est donc préférable de s'engager dans des activités douloureuses à court terme, mais bénéfiques à long terme. Et à nouveau, là, je suis d'accord avec ça, mais je partirais quand même du... Moi, j'ai peut-être cette idée de cette philosophie un petit peu plus conservatrice ou un petit peu plus moins orientée vers le risque de dire ok, très bien, et tu peux très bien tout miser, tu peux brûler tes bateaux, c'est une façon de le faire, mais il y a aussi une autre option qui consiste à dire je vais quand même minimiser les risques, parce qu'il y a aussi cette idée, et ça pour le coup Naval il en parle, c'est qu'il dit c'est important de savoir prendre des risques sans jamais prendre un risque qui a le potentiel de t'amener à la ruine. Imaginons, tu veux lancer un business, tu as 5000 balles d'économie, tu n'as aucune validation du marché, tu quittes ton job et tu te lances là-dedans. Tu prends un risque, très bien, mais il y a un fort risque que tu te mettes que tu risques la ruine en fait, tu vois. Et c'est ok à nouveau de prendre ce risque si tu sais qu'à tout moment, je sais pas, tu peux revenir chez tes parents ou tu as toujours un filet de sécurité ou quoi, mais si tu as zéro filet de sécurité et que tu te lances là-dedans, c'est prendre beaucoup de risques. Et si tu prends le risque de la ruine, c'est compliqué, il y a toujours un moyen. La question c'est ça, c'est demande-toi est-ce que j'ai quand même un filet de sécurité au cas où ça ne marcherait pas. Après, ça dépend vraiment de ta personnalité. Il y a des gens qui fonctionnent avec cette idée de il n'y a pas de plan B, tu vois, c'est ça ou rien. Ça c'est à toi de te connaître, c'est à toi de savoir à quel degré de risque tu es prêt à prendre.
Et enfin, on va clôturer gentiment ce podcast avec la meilleure habitude pour devenir riche et que puis-je faire pendant les 60 prochains jours pour devenir un penseur plus clair et plus indépendant. La meilleure habitude pour devenir riche, selon Naval Ravikant, aimer lire. Lire les sciences, les mathématiques et la philosophie 1 heure par jour vous placera probablement à l'échelon supérieur de la réussite humaine d'ici 7 ans. Le véritable amour de la lecture, lorsqu'il est cultivé, est un super pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'Alexandrie, où tous les livres et toutes les connaissances jamais écrites sont à portée de main. Les moyens d'apprendre sont abondants. C'est le désir d'apprendre qui est rare. En réalité, c'est super intéressant ça, les moyens d'apprendre sont abondants, c'est le désir d'apprendre qui est rare. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait marrer, tu vois, quand on parle d'intelligence artificielle, oui, on sera des humains ultra développés, et l'IA, ça va tout changer et tout, mais ça, je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a déjà été prouvé. C'est pas la technologie qui fait que les gens s'améliorent, c'est la volonté de s'améliorer des gens. Et cette phrase, elle se marise très bien, c'est que les moyens d'apprendre sont abondants, c'est le désir d'apprendre qui est rare. Si les gens n'ont pas le désir de créer, de faire du travail remarquable ou de construire quelque chose qui a du sens pour eux, tu peux avoir de l'IA, tu peux avoir des puces implantées dans ton cerveau ou quoi, ça fonctionnera pas. Tant qu'on n'aura pas une puce qui créera de l'envie d'être ambitieux, tu vois, de la génération d'être ambitieux, une puce qui t'injecte de l'ambition, ça fonctionnera pas. Et je pense que ce jour-là, il est encore bien loin. Donc, les moyens d'apprendre sont abondants, c'est le désir d'apprendre qui est rare. En réalité, je ne lis pas beaucoup, contrairement à ce que les gens pensent. Je lis probablement 1 à 2 heures par jour. Cela me place dans la tranche supérieure des 0,00001%. Je pense que cela suffit à expliquer tous les succès matériels que j'ai eus dans ma vie et toute l'intelligence que j'ai pu avoir. Donc, prêtons attention à ça 2 secondes. En lisant, Naval, il nous dit là, en lisant 1 à 2 heures par jour, je pense que cela suffit à expliquer tous les succès matériels que j'ai eus dans ma vie. Donc, tu as littéralement quelqu'un qui est multimillionnaire qui te dit la majorité des succès que j'ai eus dans ma vie, si on devait la retracer, c'est lié à mon amour de la lecture. Les vraies personnes ne lisent pas 1 heure par jour. Enfin, les vraies personnes. Les personnes moyennes ne lisent pas 1 heure par jour. Je pense qu'ils lisent 1 minute par jour ou moins. Le plus important est d'en faire une véritable habitude. Ce que vous lisez n'a presque pas d'importance. Vous finirez par lire suffisamment de choses et vos centres d'intérêt vous y conduiront pour améliorer considérablement votre vie. Tout comme la meilleure séance d'entraînement est celle que vous êtes suffisamment enthousiaste pour faire tous les jours, je dirais que pour les livres, les blogs, les tweets ou tout ce qui contient des idées, des informations et de l'apprentissage, les meilleures lectures sont celles que vous êtes enthousiaste à l'idée de lire tout le temps. Et ça m'a fait rigoler, tu vois, parce que moi, quand j'étais petit, j'aimais pas forcément lire. Aujourd'hui, je lis au minimum 2 heures par jour, tu vois. Et je vois l'effet que ça a sur moi. En tout cas, je sens que ça m'aide à mieux réfléchir, etc. Mais ça n'a pas du tout été inné. Moi, j'aimais pas lire tout ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, je devais avoir peut-être 10 ou 11 ans, ma belle-mère m'avait dit, j'étais fan des mangas à l'époque, j'ai commencé par regarder Naruto et puis ensuite j'ai découvert les mangas papier, donc tu sais c'est ces BD japonaises que tu lis dans le sens inverse, et ma belle-mère m'avait dit un truc, elle m'achetait des tomes et des tomes entiers de mangas et j'étais super heureux qu'elle me dise ça. Elle m'a dit tout ce qui m'importe c'est que tu lises, je m'en fous ce que tu lis, l'important c'est que tu lises. Elle avait commencé par essayer de m'acheter des romans et tout, ça n'avait pas pris. Je lui ai dit non mais moi j'ai envie de lire des mangas. Elle m'a dit ok, je vais t'acheter des mangas. Elle m'a acheté mais des séries entières, des volumes tu vois, des séries de 1 à 50 tomes de mangas et je les lisais et je les dévorais, tu vois. Et aujourd'hui, j'en suis hyper reconnaissant parce que je pense vraiment qu'elle m'a beaucoup c'est grâce à elle que j'ai commencé à développer cet amour pour la lecture. Et Naval, il dit lis des trucs que tu aimes jusqu'à ce que tu aimes lire et ensuite tu pourras lire des choses plus avancées. Et quand je reviens en arrière, moi j'ai commencé par les mangas, ensuite j'ai lu L'Alchimiste à 16 ans qui m'a complètement retourné le cerveau de Paulo Coelho, ça m'a mis sur la voie du dev perso, ensuite en partant en Australie j'ai commencé à lire en anglais et aujourd'hui je lis 2 heures par jour quasiment qu'en anglais et c'est devenu une habitude quoi. Donc tu vois, si quelqu'un comme Naval Ravikant me dit ouais la lecture c'est important, une habitude de lecture tous les jours c'est important, et si t'aimes pas lire, lis des trucs que tu aimes jusqu'à ce que tu aimes lire des choses, et à partir de ce moment-là, augmente tes standards de qualité par rapport à ce que tu lis, tu vois. Et d'ailleurs, il en parle dans le dernier paragraphe et on clôturera ce podcast là-dessus. Que puis-je faire pendant les 60 prochains jours pour devenir un penseur plus clair et plus indépendant ?
Lisez les grands noms des mathématiques, des sciences et de la philosophie. Ignorez vos contemporains et les nouvelles dans le sens les informations. Évitez l'identification tribale. Faites passer la vérité avant l'approbation sociale. Lorsque vous lisez un livre et que vous êtes confus ou que vous ne le comprenez pas, cette confusion est semblable à la douleur que vous ressentez à la salle de sport lorsque vous faites de l'exercice. Mais vous développez des muscles mentaux au lieu de développer des muscles physiques. Apprenez à apprendre et lisez des livres. Donc voilà, ce qui dit vraiment, c'est si aujourd'hui tu n'aimes pas lire, si aujourd'hui tu n'arrives pas à te concentrer, c'est que tes muscles sont atrophiés en fait. Et donc au lieu de se dire ouais, donc c'est pas pour moi et tout, non, c'est juste que, en gros, ce que tu essayes de faire, c'est que t'as jamais fait de sport de tari, t'arrives à la salle et t'essayes de faire un deadlift à 120 kg et tu dis ouais c'est pas pour moi. Non, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est juste que tes muscles sont atrophiés et tu dois commencer plus petit. Mais tu dois commencer parce que être fit c'est important et aimer lire c'est important parce que c'est important d'apprendre à apprendre à nouveau. On refait le lien. Apprendre le nouvel illettré de notre ère, c'est pas celui qui ne sait pas lire, c'est celui qui ne sait pas apprendre. Le problème, et là, tu vois, là c'est super intéressant ce qu'il dit aussi, c'est le problème quand on dit il suffit de lire, c'est qu'il y a tellement de déchets sur le marché, il existe autant de types d'auteurs que de personnes. Beaucoup d'entre eux vont écrire beaucoup de bêtises. Dans ma vie, il y a des gens que je considère comme très cultivés et qui ne sont pas très intelligents. La raison en est que même s'ils sont très cultivés, ils ont lu les mauvaises choses et dans le mauvais ordre. Ils ont commencé par lire un ensemble de choses fausses ou faiblement vraies, et celles-ci ont constitué les axiomes du fondement de leur vision et du monde. Ensuite, lorsque de nouvelles choses apparaissent, ils jugent la nouvelle idée sur la base des fondations qu'ils ont déjà construites. Votre base est donc essentielle. Tu vois, moi, c'est la chose à laquelle ça m'a fait penser, mais tu sais, aujourd'hui, dans le dev perso, on parle beaucoup de s'auto-accepter, tu sais, du body positive, je sais que je me décale un peu du sujet, mais pour moi, ça fait vraiment partie de la même veine. On parle de s'accepter, d'être body positive et tout. Et la plupart du temps, les gens dont tu vas entendre parler de ça, c'est des gens qui, si on raisonne, ou si on regarde vraiment factuellement les choses, c'est des personnes qui sont obèses, qui sont de toute évidence pas en bonne santé, qui sont pas en bonne forme, et on te parle de body positivité, de s'accepter, etc. Mais s'auto-accepter avant d'être fit et avant d'être en bonne santé, c'est prendre les choses dans le mauvais ordre en fait. D'abord, commence à être en bonne santé, à te sentir bien dans ton corps. Est-ce que tu peux courir 3 heures par jour ? Est-ce que tu peux courir 45 minutes sans être essoufflé ? Est-ce que tu peux faire 10 pompes ? Non, sinon ça veut dire que c'est pas le moment d'essayer de s'accepter en tant que tel, ça veut dire que c'est le moment de soulever de la fonte et de faire du sport, tu vois. Mais une fois que t'es fit, là il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à s'accepter. C'est cette idée de dire si tu as fait le travail, à ce moment-là tu peux passer sur le niveau de s'auto-accepter, d'être ok avec son corps, etc. Tu vois, mais tout ça c'est pour illustrer que l'enjeu c'est pas d'avoir l'info ou toute l'info, mais c'est d'avoir la bonne info au bon moment et de savoir la convertir en action. Et pour ça, il faut commencer par les fondamentaux. Et c'est difficile de savoir quels sont les fondamentaux pour chaque domaine, tu vois. Et c'est pour ça que Naval nous dit, commence à lire en fait. Et développe cette capacité à avoir du jugement. Pour penser clairement, il faut comprendre les bases. Si vous mémorisez des concepts avancés sans être capable de les redécouvrir en cas de besoin, vous êtes perdu. Pour moi, l'abandon de la lecture a été une tragédie. J'ai grandi dans les livres, puis je suis passé au blog, puis à Twitter et Facebook. Et j'ai réalisé que je n'apprenais rien en réalité. Je me contentais de prendre de petites collations de dopamine tout au long de la journée. J'avais ma petite bouffée de dopamine en 140 caractères. Je tweetais, puis je regardais qui avait retweeté mon tweet. C'est une chose amusante et merveilleuse, mais c'est un jeu auquel je jouais. J'ai réalisé qu'il fallait que je me remette à lire sérieusement des livres. Donc ouais, on clôture, c'est un peu une fin abrupte à ce podcast, mais on clôture on clôture ça en disant tout simplement que la nouvelle compétence de cette ère, c'est l'apprentissage, que ce soit apprendre dans des nouveaux domaines, apprendre des choses pour t'aider à construire ton travail remarquable, tes compétences spécifiques. Et je pense qu'on a vraiment un gros problème aujourd'hui avec la quantité d'informations, la fragmentation d'informations, la baisse du temps, l'attention. C'est vraiment quelque chose de problématique parce que ça t'empêche de penser clairement. Et pour construire une vie riche, que ce soit si tu veux construire de la richesse, un business ou quoi, c'est hyper important d'apprendre à penser clairement, en fait, de savoir prendre des bonnes décisions. En tout cas, pour Naval, c'est un des éléments critiques, tu vois. Et je terminerai ce podcast avec une phrase de Charlie Munger.
Tant que j'ai un livre en main, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Et si Charlie Munger dit ça, je pense que c'est un bon signe pour le prendre très, très au sérieux. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On pourra faire un autre épisode sur toute la partie comment apprendre à être heureux sur Naval. Je te mets dans les notes de ce podcast un lien vers la version française de l'almanach de Naval Ravikant. Je t'invite fortement à le lire. Il existe en français en plus, donc il n'y a pas vraiment d'excuse de « ouais, je parle pas anglais ». Il est même en audiobook. Je te mets un lien affilié dans la description de ce podcast. Si tu passes par ce lien, tu soutiendras directement ce podcast. Moi, ça m'a fait super plaisir de te faire cet épisode et je te propose qu'on retrouve dans le prochain épisode. Je te laisse là-dessus. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao.